Hello, hello! Bienvenue dans Famille et Voyage, le podcast. Le podcast qui donne envie aux parents de faire leurs valises. Ici, pas de discours parfait. On parle de vrais voyages avec de vrais parents et de vrais enfants. Oui, ceux qui sont trop fatigués pour marcher 1 heure alors qu'ils peuvent sauter pendant 3 heures dans la piscine sans s'arrêter. Parce que voyager en famille, c'est possible et même fun, que ce soit à l'autre bout du monde ou à 2 heures de chez nous. Moi, c'est Stéphanie, maman de 2 grands ados. J'ai survécu aux crises dans l'avion ou dans les musées, aux négociations dignes du GIGN pour avancer de 3 mètres et aux sandwichs oubliés dans le sac à dos. Pour cette saison 7, cap sur de nouvelles destinations, des reportages, des familles qui voyagent avec leurs chiens et leurs doudous, et des récits sans filtre où les galères rivalisent avec les couchers de soleil. Attention, votre liste d'envie va s'allonger. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, mettez 5 étoiles, laissez un petit mot ou partagez-le à vos proches. Ça le rend plus visible et inspire encore plus de parents. Vous le savez, les voyages en famille ne durent qu'un temps, alors profitons-en. Aujourd'hui, je retrouve Camille, maman de Basile, Félix et Zoé, pédiatre au SAMU et grande habituée du podcast. D'habitude, elle voyage en famille, mais cette fois-ci, elle part en couple avec Pierre pour une parenthèse sans enfant, mais clairement pas de tout repos. Camille lui a préparé un voyage surprise façon rendez-vous en terre inconnue. Donc Pierre ne découvre la destination qu'à l'aéroport. Et quand il comprend qu'il s'envole pour le Kyrgyzstan, sa première réaction est loin de l'enthousiasme débordant. Pendant 12 jours, il traverse le pays en 4x4 entre lacs d'altitude, nuit en yourte, randonnée, hébergement chez l'habitant et un guide kirghize qui ne parle ni français ni anglais. Une aventure brute dans des paysages spectaculaires. Et puis tout se complique. Le temps tourne, la neige s'invite là où elle n'était pas vraiment prévue, et Camille vit l'un des moments les plus angoissants de sa vie. Si vous aimez les voyages qui sortent du cadre, les surprises qui secouent un peu, et les récits où rien ne se déroule exactement comme prévu, restez avec nous, vous allez adorer. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage de Camille au Kyrgyzstan. Hello Camille! Salut Stéphanie! Comment ça va? Ça va très bien. En sortie de garde comme d'habitude? Ouais, comme à chaque fois. Je suis un peu dépitée de ne pas arriver à trouver d'autres créneaux que ces sorties de garde, mais bon. Ah bah non, c'est déjà hyper cool de me donner ce créneau-là, parce que tu pourrais aller te reposer après une nuit un peu agitée, comme souvent. Voilà, c'est ça. Beaucoup de nos auditeurs te connaissent déjà, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que Camille est un peu résidente dans le podcast, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ta famille et le type de voyageur que vous êtes? Oui, donc moi c'est Camille, donc je suis pédiatre donc au SAMU à Toulouse et je voyage avec mon mari Pierre et mes 3 enfants, donc Basile, Félix et Zoé, qui ont maintenant 18, 15 et 10 ans, donc qui ont bien grandi, et on voyage depuis qu'ils sont tout bébés les uns et les autres là, depuis longtemps. Voilà, on adore explorer, sortir des sentiers battus par moments, faire des choses plus classiques aussi, mais essayer de les faire avec toujours une petite note pas de côté en fait, pour proposer des expériences un peu différentes. On n'est pas dans les vacances, c'est vraiment du voyage à chaque fois. C'est ce que je dis toujours aux enfants d'ailleurs. Enfin, ils le savent, de toute façon, ils ont toujours grandi comme ça, donc je pense que ça les choque pas, même si les ados en grandissant aimeraient bien des grasses mat un peu plus souvent. Mais oui, je leur dis, on n'est pas en vacances en fait, on est en voyage et clairement ils le savent. Ils savent que ça va pas forcément être reposant, mais par contre ça va être transportant quoi. Et vous êtes plutôt route ou confortable? Je dirais un mixte des deux, souvent pour raison de budget un peu route, mais prévu, organisé, parce que je suis convaincue que, et je pense que tu partages la même opinion, quand les choses sont bien calées, tu profites d'autant plus sur place et t'as plus de liberté sur place en fait, quand t'as un peu calé les choses plutôt que de perdre du temps à chercher des hôtels sur le moment, à galérer à trouver ton transport et tout. Et donc je pense vraiment que ça change le voyage quand c'est bien calé. Et puis surtout, c'est que j'adore faire ça. Moi, ça me fait voyager des mois et des mois à l'avance. Oui, c'est ça. Tu t'y prends pas la dernière minute. Non, je m'y prends très très longtemps à l'avance, mais c'est ce qui me permet d'avoir vraiment les petits endroits un peu, je pense, à part, un peu hors du commun, un peu très chouette. Donc par raison de budget des autres, si on fait un peu d'hôtel, c'est rare, on fait plutôt de la log, de l'échange de maison ou chez l'habitant. Et de temps en temps, on va se faire plaisir avec un établissement un petit peu plus chouette. Une fois n'est pas coutume, on va pas partir avec les enfants cette fois-ci. Bah alors, dans un podcast de voyage en famille, c'est quoi ce délire? Pourquoi on va pas partir en famille? On va pas partir en famille parce que je suis convaincue que pour bien voyager en famille, il faut des fois être bien dans son couple. Enfin, même c'est évident en fait. Et c'était important qu'on vive un coup de temps en temps, mais là ça a été assez exceptionnel. Une aventure tous les deux en fait avec Pierre. Et c'est une aventure très particulière parce qu'en fait je lui ai fait la surprise. Mon trip dans cette histoire-là, c'était un peu de lui construire un voyage en terre inconnue.
On aime beaucoup l'émission, voilà. Et donc, on avait un peu déliré là-dessus il y a quelques années en se disant, et chiche, et si on se faisait chacun un jour un voyage en terre inconnue. Donc, en fait, c'était en 2019, et pour son anniversaire début juillet, je lui ai offert un PowerPoint où je lui explique que, en gros, dans un mois, on part en terre inconnue. Et puis, c'est tout. Et donc, il a découvert la destination à l'aéroport. Oh, le kiff. Ouais, et rien que ça a été déjà une sacrée aventure, l'annonce. Moi, je rêve de ça, mais que mon mari un jour me fasse allez, on part, mais tu sais pas où, mais c'est pas perdu. Il le fera jamais. Et ben voilà. Donc j'ai fait ça, et donc on a choisi. Enfin, moi j'avais choisi le Kirghizistan parce que j'en avais entendu parler depuis un petit bout de temps et je farfouillais pas mal sur cette destination. Et en fait, il se trouve que c'est ma belle-mère en fait a une amie d'enfance dont le fils est marié à une Kirghize, assez improbable. C'est pas commun. Non, il avait fait des études d'ingénieur et il avait été en stage longtemps au Kirghizistan, et donc il est revenu avec une petite femme. Ils vivent en France actuellement, ils sont parfaitement intégrés en France, et donc je les ai contactés en fait, et c'est eux qui m'ont donné les coordonnées de Natacha, qui tient donc une agence qui est guide de haute montagne en fait, et qui est francophone, qui a été guide en France dans les Alpes quelques années, et c'est elle que j'ai contactée pour organiser mon parcours avec elle dans cette optique d'un voyage qui doit être vraiment, mon envie c'était chercher l'aventure quoi. Oui, parce que tu aurais pu lui offrir une semaine dans un truc paradisiaque avec des randos classiques, mais non. Ah bah non, l'idée c'était voyage en terre inconnue, donc il fallait que ce soit à la hauteur de ce que propose l'émission. Et on a été largement servis. On va découvrir ça, mais c'est vrai que ce pays, on n'en entend pas beaucoup parler. Moi, j'ai assez peu d'images, à part quelques-unes dans Pékin Express il y a quelques années maintenant. Voilà, c'est vraiment une terre inconnue pour moi. Donc, est-ce que tu as eu vraiment besoin, oui, j'en suis sûre, de Natacha pour construire tout ça, ou tu avais déjà quand même trouvé des infos à droite à gauche? Ouais, j'avais déjà un peu dessiné mon parcours, je lui ai soumis. Elle m'a rectifié 2-3 choses parce que elle trouvait que c'était peut-être un peu trop ambitieux ou qu'on allait avoir des redites en termes de paysage ou d'ambiance. Mais oui, tu arrives à trouver pas mal d'infos. Il y a pas mal de jeunes voyageurs, blogueurs qui sont allés au Kirghizistan. Donc on finit par avoir des infos. Mais oui, clairement, l'Asie centrale, on a découvert ça sur ce voyage-là. Et d'ailleurs, on a fait l'Ouzbékistan 2 ans après parce qu'on avait vraiment adoré l'ambiance. Ouzbékistan qui n'a rien à voir avec le Kirghizistan. Vraiment, les ambiances sont très différentes, même si t'as la culture de l'Asie centrale que tu vas retrouver là-bas aussi. Et donc oui, non, ça a été une découverte fantastique. Mais Natacha m'a aidé quand même à pouvoir gérer ça, parce que clairement je pense qu'à gérer absolument seule c'est probablement possible, mais elle a quand même des adresses, elle connaît les gens, les locaux sur place, et c'est ça qui a permis l'immersion. Ouais, j'imagine. Vous êtes resté combien de temps? Je crois que ça en a fait 12 jours sur place. Bon, alors avant de rentrer dans le détail, comme d'habitude, est-ce que tu peux nous décrire rapidement l'itinéraire? Alors, ça va nous donner aucune idée de où vous êtes, mais comme ça, on se met un peu dans l'ambiance. Ouais, donc déjà, je vais peut-être juste vous réexpliquer un peu où c'est. Oui. C'est un petit pays qui fait en gros 5 fois la Suisse. Donc c'est pas très grand, qui est cerné de haute montagne, mais de très haute montagne. Enfin, c'est cerné par des sommets qui sont entre 5 et 7 000 mètres, en fait, tout autour. Et en fait, c'est un tout petit pays, donc qui est vraiment au cœur de l'Asie centrale. Donc en fait, il est bordé par à l'ouest et au sud la frontière chinoise. Tout au nord, on a le Kazakhstan, et sur les frontières de l'ouest, on va avoir le Turkménistan, je crois, et l'Ouzbékistan. Que des pays qu'on connaît pas. Qu'on connaît pas, que des pays en stan, comme dirait mon mari. En stan, oui. Voilà. Et quand je lui ai annoncé à l'aéroport qu'on allait au Kirghizistan, en fait, il a vraiment eu peur, quoi. Il m'a dit, mais tu m'emmènes chez les talibans? C'est quoi ce bazar, quoi? Enfin, vraiment, il était hyper stressé. Ah oui! Ah ouais, non, ça a été chaud. En fait, il a regardé le Kirghizistan sur Google Maps, il a vu où c'était, et effectivement, l'Afghanistan est pas très loin. Et il a eu un coup de stress monstrueux, où j'ai cru qu'il allait quitter la salle d'embarquement, quoi. Ah oui, à ce point-là. Ah ouais, franchement, ça a été chaud. Et je lui ai dit, mais enfin, fais-moi confiance, quoi. Enfin, voilà. Donc, je vais expliquer le contexte, je vais expliquer le contexte avec les amis de sa maman, en fait, qui connaît, en fait, qui connaît ses enfants. Donc, je pense que ça l'a aidé un peu à se caler. Et ouais, ça a été chaud. À l'annonce, en fait, il s'y attendait pas du tout. Ouais, non, il pensait pas du tout à ça. Et en plus, on faisait escale à Moscou. Donc, c'était caricatural. Il me dit, punaise, mais tu m'emmènes à Tchernobyl? Et après, on va chez les talibans? Non, mais c'est quoi? Enfin, vraiment, il était mais en panique. Mais lui, il avait pas du tout l'étape de préparation que j'ai eu moi, si tu veux. Donc, du coup, ouais, il est arrivé avec des clichés, là, de méconnaissance complète, si tu veux. Donc, il n'y a pas eu la seconde de OK, c'est bizarre, je connais pas, mais oui, il sait très bien tu vas pas aller dans un truc compliqué, enfin pas compliqué, mais où il faut pas aller, quoi. Bah oui, en tout cas, je lui ai dit, écoute, je pense que je suis suffisamment renseignée pour savoir que ça devrait le faire, quoi. Mais c'est une fois arrivé sur place qu'il s'est vraiment détendu et qu'il a vraiment compris où on était, quoi.
Ah oui, donc le vol n'a pas été Non, il était un petit peu stressé, ouais. dommage. Ah, mais c'était ça le challenge, c'était ça aussi, c'était de savoir qu'on pouvait percuter à des émotions très différentes, un peu paradoxales, et je me dis que ça fait peut-être ça aux gens qui partent en terre inconnue dans l'émission. Ils sont peut-être pas tous hyper contents à l'annonce de la destination, tu vois, même s'ils ont l'air. D'ailleurs, ça se voit, hein, il y en a certains, ils font super. T'as des a priori, des clichés, puis après c'est justement tout le challenge, c'est d'arriver à vivre l'aventure et de transformer l'essai. Bon, alors vas-y, raconte-nous le périple. Donc en fait, on est arrivé à Bishkek, c'est le nom de la capitale. Bishkek, elle est tout au nord du pays. Ensuite, on a roulé vers le centre du pays pour aller passer 2 nuits sur un lac qui est un des lacs les plus connus, qui s'appelle Songkul, qui est pas le plus grand lac. On en parlera après du plus grand lac, mais Songkul est assez connu. C'est des grands pâturages pour les nomades. Ensuite, on est allé dans la vallée de Tashrabat, qui est sur la route de la soie, enfin en tout cas pas très loin de la route de la soie. Là, on est vraiment au bout du monde. On est allé faire un petit tour vers un lac près de la frontière chinoise qui s'appelle Shatirkul. Alors je sais pas si je prononce très bien parce que ça s'écrit d'une certaine façon, ça se prononce à chaque fois d'une façon différente. Et puis je dirais le Graal et le paroxysme de l'épopée a lieu sur un autre lac qui s'appelle Kilsou, et ça c'est moi qui avais vraiment voulu aller là-bas. Natacha connaissait un peu mais pas trop, le guide avec qui on est parti connaissait pas du tout. Enfin là ça a été vraiment une grosse aventure qu'on a vécue là-bas, et c'était moi qui avais demandé ça faisait pas du tout partie des choses qu'elle proposait habituellement dans le circuit. Donc c'était ma petite pépite, Kilsou, et il y a de quoi en parler. Et puis ensuite on est allé sur la rivière Narine, on a redormi en yourte près d'une rivière qui s'appelle Narine, et on a terminé le séjour avec je crois une nuit à Issyk-Kul, qui est le plus grand lac du Kyrgyzstan et qui est le 2e plus grand lac d'altitude au monde après le Titicaca. Donc c'est un truc énorme, et c'est la zone de villégiature des Russes et des gens qui vivent en Asie centrale. Donc on s'est posé une nuit là. Alors ça n'a rien de touristique, hein. Faut pas s'imaginer un truc de fou, mais c'est quand même assez joli. Et voilà, et on est rentré sur Bishkek pour prendre l'avion le lendemain matin. Donc en fait, le parcours, ça fait nord, centre, sud. On revient vers l'est et on remonte au nord. Eh ben allez, on est parti. Donc vous descendez de l'avion. Comment ça se passe? C'est quoi les premières impressions? Est-ce que ça va mieux? Ah bah c'est drôle, c'est très drôle parce qu'en fait, donc le personnage qui nous a accompagnés tout au long de ce voyage s'appelle Nikolai. Nikolai, c'est un gars qui travaille avec Natacha à l'époque, qui est pour moi un peu la caricature de la figure slave, un crâne rasé, blond, biscotto, tatoué de partout, qui fait un peu peur, tu vois. Ok. Un petit peu ça. Voilà, Nicolas, il parle pas anglais du tout. Il parle que russe ou kirghize. Donc la langue nationale c'est le russe. Enfin la langue officielle c'est le russe et la langue nationale c'est le kirghize. Donc c'est pas évident les premiers moments, enfin pour faire connaissance. Et Nicolas il nous accueille dans une petite voiture. Je sais pas comment te la décrire, mais enfin c'est un petit pot de yaourt tuné, peint en noir mat, avec des roues trop larges qui frottent contre la carrosserie. Il y a une peau de renard sur le tableau de bord et il écoute du boum 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 à fond quoi. Et donc si tu veux, là, tu te dis, ouh, je suis projetée dans quoi? C'est très drôle. Enfin, avec Pierre, on se regarde en mode, waouh, ok. Et bon, il a l'air sympa, mais ouais, sur le moment, t'es là, tu dis, ouais, je suis vraiment, tu sens une espèce d'ambiance russe, quoi, du coup, enfin, tu vois, à cet endroit. Enfin, en tout cas, ce que tu pourrais avoir de caricature sur la Russie ou sur le monde russe. Comment tu communiques, quoi? Ouais, c'est étonnant. On arrive à Bishkek, donc il fait très chaud. À ce moment-là, on est au mois d'août. À Bishkek, c'est grand ciel bleu pur, très beau, et l'ambiance de la ville. Tu sens donc l'influence russe. Hein. Ils sont indépendants donc depuis 91-92, avec des grandes allées sur la place centrale de Bishkek. Tu vois, c'est vraiment la place vraiment russe, un petit côté stalinien hein, quand même. De mon point de vue, c'est pas forcément hyper charmant de premier abord. Et puis après, quand tu te balades, tu sens cette influence mongole en fait, hein, et donc cette culture asiatique qui est présente dans la nourriture, dans les figures que tu croises. Ils sont assez artistes aussi, il y a des peintures par terre, dans les rues et tout, ils font des expos et tout, c'est assez sympa. Et donc voilà, la première ambiance elle est comme ça, et tu es cerné de montagne, c'est-à-dire que t'es au centre d'un endroit où le ciel est magnifique, et où tu vois au loin des montagnes partout, des sommets, et tu te dis, ouais, je pense qu'on est on arrive quelque part qui est vraiment à part. Ça a l'air, en tout cas. Et je comprends pas, en fait, mais sans doute qu'il n'y avait pas le choix, mais de te mettre un guide qui parle pas anglais. Comment tu communiques avec lui, quoi? Et comment on a communiqué? On a communiqué avec un peu Google Translate quand on avait du réseau, puisqu'en fait, t'as pas tout le temps du réseau, hein, loin de là au Kyrgyzstan. Les gestes, beaucoup. Et puis, du coup, j'avais un petit carnet, et franchement, en 10 jours, j'ai appris plein de mots en russe. Mais je pense que j'avais un bon vocabulaire à la fin. On arrivait à se débrouiller. Alors, on faisait pas des phrases, tu vois, mais on avait les mots, et donc j'avais noté scrupuleusement
sérieusement, alors avec ma prononciation, en phonétique bien sûr, pas en cyrillique. Au final, on a trouvé ça génial parce qu'en fait, ça nous a vraiment contraints à s'immerger et j'avais pas imaginé que je pourrais m'initier au russe dans ce voyage. Et en fait, c'est comme ça qu'on a eu des mots et qu'on a pu communiquer avec les familles qui nous ont reçus. Et en fait, c'était génial. Ouais, ça a vraiment permis une autre communication, que ce soit pas évident de parler. On a dû se faire confiance et tu verras dans la suite du voyage qu'il y a eu vraiment des moments où on a eu besoin de lui faire confiance et ça a créé un lien très très fort en fait. Ayant appris le russe au lycée, oui, t'apprends pas en 10 jours, hein, ça c'est sûr. Non, mais c'est vrai que les mots reviennent, tu vois, c'est de l'eau, du pain, la nourriture, dormir, l'attente, enfin tu vois, ce genre de choses-là. Et puis on avait quand même Natacha, donc qui était en backup, qui elle parle très bien français et qui m'envoyait des vocaux avec WhatsApp que je captais de temps en temps et j'écoutais ce qu'elle me racontait et elle me faisait un petit lien comme ça pour m'expliquer les endroits où on arrivait, l'histoire des endroits et elle nous a rejoint un moment dans le voyage, ça a été super en fait. Ah super, pour nous faire un vrai apport de guide complémentaire. Bon allez, on part sur les routes, on te suit. On a passé le premier après-midi à Bichkek où on a visité un petit peu la capitale. Voilà, on a commencé à goûter au koumis, qui est un lait fermenté de jument, un peu particulier, mais c'était sympa. Un peu la Mongolie. Un peu, ouais, je pense, un peu le même genre, bien sûr, mais ça s'est vendu partout dans la ville, tu vois, t'as des vendeurs ambulants qui vendent ça. On a goûté un petit peu, on a été au resto, goûter les premières spécialités kirghizes. Et puis le lendemain matin, on est parti, d'abord on a été au Bazar Dosh. Alors le Bazar Dosh, c'est un très grand marché dans Bichkek. C'est un truc énorme, avec des ruelles extérieures, des ruelles intérieures, des halles. C'est un truc à voir absolument. Ouais, c'est fou comme ambiance, avec une petite dame qui scande des petites annonces au haut-parleur, des étals partout, des quartiers entiers d'artisanat, mais aussi de nourriture. On y est allé pour la nourriture pour pouvoir faire le plein pour les 12 jours. Et donc, on est allé acheter notamment des fruits secs parce qu'ils sont hyper forts en fruits secs en Asie centrale et c'est un prix défiant toute concurrence. On a acheté 8 kilos de fruits secs. Ah oui. Ouais, on a fait abricots secs, noix de cajou, tout ce qui existe qu'on adore en France et je crois qu'on a payé 16 € pour les 8 kilos de fruits secs. Et on trouvait déjà que c'était pas donné pour le pays, mais en fait, Nicolas était avec nous, il nous a bien aidé sur la négo. Et donc, on a fait le plein de ça, on a fait le plein d'eau, on a fait le plein de viande séchée aussi. Alors ça, traverser les étalages de boucherie, c'était quelque chose. Oh. Le Kyrgyzstan, ça a été un des pires marchés que j'ai vus en termes de sanitaire. Alors ouais, et puis surtout la boucherie, elle est vraiment crue. Ils mangent tout, les abats dans tous les sens. Enfin vraiment, ils sont très carnivores. Et donc les odeurs sont particulières, mais par contre la viande séchée qu'on a achetée était vraiment délicieuse, quoi. Donc on a fait le plein et puis après nous sommes partis. Donc là on a changé de véhicule, on n'était plus dans le petit pot de yaourt. Oui, parce que j'étais en train de me dire, mais comment t'as rentré ça là-dedans? Non, on était dans un 4x4 qui était à Nikolai. Alors une sacrée bestiole parce que 340 000 km au compteur. Et donc nous voilà attaqués la route pour aller donc vers le village de Kizar, au centre du pays où on dormait la première nuit. Et là, on est monté par un col qui s'appelle Tohachu, 3600 mètres. Donc, on est passé de 800 mètres Bichkek à 3006, voilà, en quelques heures de route. Et là, la montée a été un peu rude pour le 4x4 parce qu'en fait, c'est pas des véhicules qui sont forcément faits pour grimper en continu. Et en fait, le radiateur s'est mis à fumer au bout d'un petit temps. On a dû s'arrêter. Là, on l'a vu aller à la rivière, mettre 5 litres d'eau froide sur son radiateur. Donc là, Pierre, on s'est dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas parler, bien. Tu vois, tu te dis, t'es un peu inquiet et tout. Bon. Et puis lui, il a l'air de trouver ça normal, tu vois. Clope au bec, il met son eau sur le radiateur, il attend un peu, hop, on remonte en voiture, on arrive au sommet, là, des vues incroyables, déjà sur un relief montagneux très présent, très très beau. Et puis tu commences à apercevoir les premières petites roulottes. Alors ces petites roulottes bleu ciel, tu vois, dans les tons de la Russie, c'est cette culture slave, c'est le bleu ciel, c'est pour le bleu du ciel justement, c'est assez joli. Donc tu commences à pénétrer dans cette culture rurale, mais avec ces influences slaves là qui sont présentes. Et puis là on redescend, donc là impeccable, le 4x4 il a adoré redescendre, il a pas aimé monter, mais redescendre pas de souci. Et après on a attaqué une route en plateau pendant plusieurs heures où là c'était mais absolument splendide. Et là, on s'est dit, ah ouais, ça y est, on a compris pourquoi on est ici. C'est des rivières bleu glacier, très tumultueuses que tu longes, c'est des champs d'orge verts, c'est des montagnes, des collines dorées, c'est des hauts sommets que tu vois au loin enneigés, de la roche rouge par endroits, c'était hyper coloré. Explosion de couleurs. Ouais, explosion de couleurs, avec la lumière qui baissait au fur et à mesure de l'après-midi et qui éclaboussait vraiment de doré, tu vois, toute l'ambiance était splendide. On s'est arrêté chez une famille
Je les ai appelés les Ingals du Kyrgyzstan. On a l'image. Ah ouais, c'était vraiment ça, tu vois, le père Ingalls avec la maman Ingalls, mais version mongole. Et ils tenaient un petit musée sur la culture de l'Asie centrale. Et donc on s'est arrêté pour leur discuter un petit peu avec eux, c'était très chouette. Et on a vu les premiers instruments agricoles, une dépouille de panthères des neiges. Il y a des panthères des neiges en fait au Kyrgyzstan. Bon voilà, c'était un peu pour nous plonger dans l'ambiance du pays. Et on a fini par arriver au coucher de soleil dans le village de Kizart où on logeait chez l'habitant pour notre première nuit, où on a un peu plus fait connaissance de Nicolas à table, parce que du coup on a mangé avec lui, et on a compris qu'il était mécano. Donc on s'est dit ok, c'est pas mal. Ouais, du coup on était beaucoup moins angoissés sur les problématiques du 4x4 parce qu'on s'est dit ouais, peut-être que le 4x4 il est un peu vieillissant et ça va peut-être pas le faire. Et en fait à partir du moment où on a compris qu'il était mécanicien, on s'est dit bon bah non, a priori il devrait nous sortir d'affaires. Mais comment vous avez compris qu'il était mécanicien? Eh ben je ne sais plus. Là on a fait Google Translate, des gestes, toc toc, ta formation, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Enfin donc on a compris qu'il bossait en tant que guide là, mais on a aussi compris que c'était une des premières fois qu'il partait vraiment en trip longtemps comme ça avec des gens, parce qu'en fait Natacha elle faisait beaucoup du trekking, des randos à pied pour des groupes français par exemple, tu vois. Elle avait peut-être un peu moins à ce moment-là le circuit que j'avais demandé, et donc elle nous avait mis Nikolai dessus parce qu'il est extrêmement débrouillard. Et voilà, et donc c'est vrai que voilà, on a été assez rassurés de voir que la voiture normalement ça allait être vraiment son C'est kiff. plus un souci. Non, ouais, voilà, ça c'était notre première soirée. Et le lendemain, ce qui était prévu, donc c'était qu'on monte en trek à pied, parce que je voulais vraiment mettre beaucoup de rando à pied en fait dans ce voyage, pour monter au lac de Songkul. Donc Songkul, c'est un lac d'altitude, c'est un très grand lac turquoise, magnifique, entouré d'étendues herbeuses qu'on appelle les jailous là-bas au Kyrgyzstan. Donc les jailous, c'est ces très grandes plaines d'herbe où les chevaux galopent partout là, avec des collines, des sommets autour. Je crois qu'il y avait des sommets de 4000 à peu près partout autour de Songkul. Et en fait, les nomades installent leur campement d'été sur ce lac, parce que en gros les Kirghizes ils vivent pour leurs chevaux, c'est vraiment leur raison de vivre, c'est les troupeaux de chevaux qui sont laissés en liberté, il n'y a pas du tout de clôture ou quoi que ce soit, et donc en fait ils les font pâturer l'été dans les montagnes, donc ils installent tout le campement avec les yourtes pour l'été, et en hiver ils redescendent dans les vallées, dans les villages. Il y en a pas beaucoup qui vivent à l'année sous la yourte, en fait c'est plutôt un mode de campement pour eux du printemps jusqu'à la fin de l'été. Et donc cette zone Songkul, elle est réputée pour les éleveurs, en fait ils viennent faire paître les chevaux qui sont dans une liberté absolue géniale là-haut. Donc on randonnait pour monter à ce lac. Donc en fait on avait 5 heures de rando, 16 kilomètres et à peu près 1100 mètres de dénivelé positif, un petit 300 de dénivelé négatif pour descendre au lac après, et tout ça un peu en altitude, parce que c'était nos premiers pas, donc un peu essoufflé au démarrage quand même. Ensuite c'était juste merveilleux parce que le paysage environnant est splendide. En fait partout où tu te retournes à 360, t'as des montagnes de fous, des collines magnifiques, c'est très en relief, les couleurs sont très jolies. Et puis on avait 2 chevaux avec nous, alors c'est pas du tout prévu qu'on monte à cheval, mais le guide, alors à ce moment-là, si tu veux, Nicolas, lui, il nous a contourné en voiture, il nous a rejoint à Songkul avec le 4x4, mais il a dû faire un détour de 300 bornes en fait pour nous rejoindre par l'autre côté. Et nous, on faisait le trek à pied. Et donc on avait un guide, un petit jeune homme de 17 ans avec nous pour nous montrer le chemin, parce qu'il y a rien de tracé, bien sûr. Et en fait, il avait pris des chevaux, il pensait qu'on allait être à cheval. En fait, pour eux, c'est une évidence que t'es à cheval, en fait. Enfin, jamais, ils font pas de la rando pour faire de la rando. Pourquoi faire? Bah non, eux, ils sont à cheval. S'il y a 16 bornes à faire, ils les font à cheval. Et donc, il est arrivé avec ses 2 chevaux, et moi, j'ai dit, petite incompréhension, on n'avait pas prévu de faire de cheval. Donc, il nous a quand même suivis avec les chevaux, parce que pour lui, c'était prévu qu'ils nous amènent. Ils étaient là. Ouais, ils étaient là. Du coup, on en a fait un petit peu quand même, mais j'étais pas ultra à l'aise. Donc, en plus, tu vois, dans de la montée, mais c'était très bien. Mais par contre, les chevaux, c'était magnifique. Dès qu'on faisait des pauses, en fait, le guide, il laissait ses chevaux en liberté. Là, les chevaux se roulaient dans l'herbe. Oh, génial! J'ai des photos splendides, en fait, où tu vois les chevaux qui se roulent dans l'herbe avec une vue plongeante sur les sommets à 4000 derrière. Enfin, c'était, photogéniquement, c'était vraiment magnifique. Et puis voilà, et puis on a bien donné, bien randonné, mangé nos petits fruits secs. Natacha nous avait bien conseillé ça pour l'altitude, en fait, plutôt que de faire des repas, de grignoter des fruits secs tout au long de la journée. Et puis voilà, puis après t'arrives à 3300 mètres dans le col, en fait, qui te permet de dominer le lac de Songkul, et là tu vois le lac en bas, c'est splendide. Et puis tu descends, t'arrives, tu vois les yourtes, la fumée qui sort des yourtes, et tu te dis, ah oui, ça y est, il y a de la vie à cet endroit-là. Et voilà, et donc c'est une famille qui nous accueillait, c'est un campement de yourtes. Donc ils ont des yourtes pour les touristes, et nous, en fait, on avait notre matos de camping, parce que je voulais à la fois faire de l'accueil en yourte, mais je voulais aussi qu'on fasse du camping, parce
que j'avais envie de notre tente, de nos sacs de L'aventure. couchage, de notre petite intimité, ouais, tu vois, voilà, et faire un petit côté aventure. Et donc, on a planté la tente à côté des yourtes pour ces 2 nuits-là, et on a dormi sur place. Et donc là, l'accueil dans la yourte est juste génial, parce qu'on était quand même bien KO de cette belle rando. Et donc, quand t'arrives, tu t'arrives sous la yourte, il y a le samovar. Donc, le samovar, c'est les espèces de petits poêles russes, tu sais, où t'as la théière dessus non-stop qui fait chauffer l'eau bouillante. Donc, le samovar est là, il fait chaud dans la yourte. Il fait encore bon et chaud parce que le soleil tapait bien, en fait, hein, même si on était à 3000 mètres d'altitude, l'après-midi, il faisait bon. Et puis, là, on t'accueille avec du gâteau, du pain, des confitures. Alors, ils sont hyper bons en arbres fruitiers. Ils ont des framboisiers et des abricotiers partout. Ah, génial. Ouais, et donc du coup, alors pas à 3000 mètres d'altitude, mais dans les vallées, on s'est régalé en fait. On s'est fait un goûter avec du thé et du pain et de la confiture de framboise et de la confiture d'abricot. Alors il y avait des mouches partout, mais c'était délicieux. Enfin vraiment, on s'est régalé. C'était hyper réconfortant après la belle rando. Et puis on a commencé à faire connaissance de cette famille qui vit là et qui accueille potentiellement des touristes sur leur parcours. Donc ça c'était très sympa. Il y avait d'autres touristes à ce moment-là? Il y avait, je pense peut-être un autre couple de jeunes, il me semble. Et après, il y avait des touristes qui arrivaient à cheval, qui eux faisaient un trekking à cheval et qui sont arrivés dans la soirée. Mais on était assez peu. Et il y avait par contre cette famille kirghize avec d'autres amis kirghizes. Enfin, il y avait du monde côté kirghize. Et du coup, ça crée une super ambiance. À table le soir, on mangeait sous la yourte le soir et c'était chouette. Et il y a un truc qu'on a fait qui était vraiment génial, que nous a proposé la famille, un jeu de nuit. En Asie centrale, ils sont très joueurs, hein. Ils ont des grands jeux, tu sais, à cheval et tout ça. Et là, c'était un jeu dans la plaine. Alors en fait, le campement, faut imaginer, t'as peut-être, on va dire, je sais pas, peut-être 5-6 yourtes qui sont un petit peu regroupées. Et puis t'as une petite table dehors, des petites chaises, une espèce de roulotte qui sert officiellement de salle de bain. Entre guillemets, c'était un luxe, c'est-à-dire qu'on pouvait demander une douche, donc tu pouvais commander une douche, mais pour commander une douche pour le soir, il y avait un petit garçon qui allait allumer le feu dès 8h le matin, et en fait, pour que l'eau soit chaude pour le soir, en fait, fallait allumer le feu dès le matin à 8h, quoi. Ils entretenaient le feu, et donc c'était une douche chauffée par du feu de bois, délicieuse. Cette douche a été un délice, mais tu vois, c'était vraiment, t'es à 3000 mètres d'altitude, dans une petite roulotte, et tu prends ta douche là, enfin, c'est juste génial, quoi. Et t'avais les poussettes, parce qu'ils ont des bébés, hein, donc t'as les poussettes qui sont arrivées à 3000 mètres là, et donc t'as les petits dans les poussettes, c'est assez mignon. Et donc, ça a une très très grande étendue herbeuse toute plate avec le lac à côté. Et ils délimitent leur campement par des grosses roches qu'ils ont peint en blanc et qui fait un peu office de frontière officielle, tu vois, qui leur permet de dire, ça c'est notre campement. Et donc, on s'est retrouvés la nuit au clair de lune, c'était pleine lune, et ils te disent, on va jouer à un jeu, tu comprends, parce que personne parle anglais là-dedans, hein, donc voilà. Tu piges qu'on va jouer. Mais il y avait plein de jeunes Kirghizes, en fait, qui étaient hyper sympas, avec très très envie de nous faire partager leur culture. Et donc, ce jeu, il s'appelle Archeneux, et donc ça veut dire l'os blanc au clair de lune. Ça donne pas beaucoup plus d'indications, mais bon. Ils prennent un os de mouton. T'es 2 équipes, en fait. Alors, je le raconte ce jeu, parce que quand même, c'était assez chouette de découvrir ça. T'es 2 équipes, t'as un arbitre. L'arbitre, il est allé cacher dans l'herbe, sur l'immensité du terrain, un os de mouton. Et donc, en fait, tout le monde a le dos tourné à ce moment-là, on sait pas où est-ce qu'il a caché l'os. Et quand il va donner le signal, tout le monde se retourne, et on doit tous aller chercher l'os en question. Et une fois que alors t'es dans le noir, tu cours à 3000 mètres d'altitude. Ouf. Clairement, leur capacité physique à eux était bien supérieure aux nôtres. Donc, si t'as des petits papillons dans la vision, à cause de l'altitude, tu le vois pas, parce que t'es dans le noir. Donc, tu sais, t'es un peu stressé de te dire, faut pas que je fasse un petit malaise à cause de courir à 3000 mètres, tu vois, faire attention. Et en fait, le premier qui chope l'os, qui trouve l'os, le lève en l'air, montre à son équipe, et ensuite, il doit aller l'emmener dans des buts, des espèces ça fait un peu comme au rugby, tu vois. Et il doit l'emmener dans des coussins qui sont à l'opposé de son campement. Et donc, tu dois courir, et les autres doivent l'intercepter, en fait. C'est un mélange de chasse au trésor et rugby kirghize. Et c'était génial, enfin on s'est hyper marré. T'es dans le noir, t'es éclairé par la lune, et comme disait Pierre, il dit alors toute la journée pendant le trek, on a fait des efforts pour éviter les bousses de yak et les bousses de chevaux, et là il dit on patauge allègrement dedans sans s'en rendre compte, c'est parfait. Ah oui, j'imagine. Ça, tu vois, je me suis dit que ça les enfants auraient adoré ce jeu-là, oui, parce j'en doute pas. Ouais, non, c'est vraiment bien marré. C'était une très belle façon de nous accueillir, en fait. Puis un jeu qui est vraiment que tu trouves que là, quoi. Enfin, il existe nulle part ailleurs, ce jeu. Courir dans la plaine, dans les Jailous kirghizes au clair de lune, après un os de mouton, ça, c'était déjà une belle aventure du voyage en terre inconnue. Ça commençait bien. Ouais, c'était ça top. continuait, puisqu'il y a déjà eu quand même 2-3 trucs avant. Ouais, c'est ça. Et puis après, première nuit à 3000, j'appréhendais un peu de savoir comment on allait dormir en altitude, et en fait, on a très bien... T'étais tellement crevé que c'est passé tout seul. Ouais, je pense, on était fatigués, là, tu vois, la rando, le jeu, tout ça. Le voyage aussi, un peu, quand même.
Voilà, le lendemain matin, on a fait une rando à cheval. Là, c'était prévu. Donc, le fameux petit guide qui avait amené ses 2 chevaux, il était content qu'on puisse vraiment cette fois-ci. Donc, on a fait 2 heures de balade le long du lac. Et là, c'est des paysages magnifiques. Les lumières sont très, très belles, en fait, sur les lacs à ces altitudes-là. Ça change tout le temps. La météo, il y a du soleil. Après, ça se couvre un peu. Le soleil revient. Tu peux avoir un petit grain, des arcs-en-ciel. Enfin, c'est assez magique comme ambiance en termes d'atmosphère. Et puis, ce qui est fou aussi, c'est que t'es à cheval et d'un seul coup, tu te retournes et tu vois un troupeau de, je sais pas, il y a 30, 40 chevaux qui déboulent au galop. Ils arrivent, ils galopent. Ils te passent à côté, là, tu te dis, waouh, tu vois pas ça chez nous, quoi. Tu vois, enfin, chez nous, les chevaux, quand il y en a, ils sont 6 et ils sont derrière une petite clôture dans un champ, quoi. C'est ça, tranquille. Et là, ils arrivent, et tu te dis, putain, alors tu te dis, est-ce qu'ils sont sauvages? Alors, en fait, non, ils appartiennent, tous les chevaux appartiennent à des familles, en fait, mais vraiment, l'élevage du cheval là-bas, c'est, on les laisse en liberté totale. Et puis après, derrière, tu vois arriver un petit berger. Qui court derrière aussi. Ouais, qui a 8 ans, je pense. Et qui galope aussi. Et en fait, lui, il s'occupe de les rassembler, de les faire aller paître ailleurs, etc. C'était fou. Et du coup, on a parlé avec notre guide, donc Nordine, qui avait 17 ans, et on nous expliquait que en fait, au Kyrgyzstan, donc vraiment, je te dis, ils vivent pour le cheval, et ils montent à cheval avant de parler, en fait. Donc les enfants, dès 3 ans, montent à cheval et savent diriger le cheval. Voilà, après dans la journée, il me semble qu'on est allé pique-niquer, Nicolas, il nous a repris un 4x4 et il nous a monté sur un autre col. On a roulé pas mal, il me semble qu'on a roulé 1 heure ou 1 heure et demie pour arriver à un col à 3600 mètres d'altitude et il nous a servi le pique-nique là. Et là, c'est pareil, c'était fantastique, quoi. Magique, une vue de dingue à 360 sur la vallée, avec vraiment, c'était très accidenté, avec plein de couleurs, tu vois, des ocres, des marrons, du vert, sur le ciel bleu, là, c'était vraiment très très beau. On s'est fait un pique-nique très chouette là. Et puis on a profité de la fin d'après-midi au bord du lac. On a fait. Alors il y avait eu un orage. En fait, on a commencé à se promener et puis l'orage est arrivé. Donc il y a eu un tout petit grain, mais le ciel est devenu gris profond. Puis tout de suite après, la lumière s'est relevée. Là, on s'est retrouvé avec 2 énormes arcs-en-ciel au-dessus du lac. Tu vois, ça part des yourtes, ça va sur le lac. Enfin, c'était poétique à souhait. Et puis, on s'est posé là, on a juste profité de la vue, on a regardé. Et puis là, il y a un poulain qui est arrivé et qui a voulu jouer avec nous, qui venait Oh ouais, c'était trop, quoi. En fait, toi, t'es allongé, tu te fais ta petite sieste, tu regardes le ciel, c'est super, t'es dans le coucher de soleil. Et en plus, t'as le poulain qui arrive et qui vient avec le museau, te faire des caresses et tu sens qu'il veut jouer, qu'il veut se faire caresser. Enfin, moi, j'avais jamais vécu un truc pareil. Moi, j'ai un papa qui est cavalier, tu vois, mais je savais pas ce que c'était que cette vie là avec les chevaux en liberté, quoi. Donc ça, c'était super magique, ouais. Et puis voilà. Et puis 2e nuit sous la tente, qui a été un petit peu plus épique. Ah, pourquoi? Puisque la tourista est arrivée. Ah mince, déjà 50% de touristas au Kyrgyzstan, il faut se préparer. Et tu n'étais pas préparée? T'as beau te préparer, à un moment, faut deviner, faut qu'elle arrive, c'est tout, quoi. C'était assez cocasse parce que, alors déjà, j'ai eu du mal à m'endormir parce qu'il y a un cheval, donc comme ils sont en liberté, les chevaux, tu vois, ils sont partout, quoi. Et donc, il y a un cheval qui est venu brouter, mais vraiment à côté de la tente. Et quand le cheval broute, ça fait quand même un bruit de dingue. Donc j'étais là, ok, super, je vais pas arriver à dormir tout de suite. Et en fait, là, j'ai commencé à avoir des coliques pas possibles. Ah mince. Et donc, il a fallu que je me lève. Et là, c'est là que c'est comique, c'est où je vais. Parce qu'en fait, il y a un toilette officiel dans la plaine. En gros, faut imaginer 4 planches verticales et un trou. C'est pas très ragoûtant, hein, quand tu vas là. T'as pas de lumière. Je m'étais marrée parce que Pierre y était allé de nuit déjà une première fois. Il m'avait dit, j'ai failli confondre les petites feuilles de papier toilette dans ma poche avec les billets kirghizes de l'autre côté. Ah oui. On s'était marré quand il était rentré. Il m'a dit, punaise, j'ai failli m'essuyer avec nos billets kirghizes. On s'était marré, quoi. Et en fait, le problème, c'est que ces toilettes sont par raison d'hygiène, ils les mettent loin, si tu veux, loin du campement. Donc, ce qui est très bien. Le problème, c'est qu'il y a des chiens sur les campements qui sont un peu gardiens du campement. Moi, je suis pas hyper à l'aise avec les chiens. Et dès que je me suis levée et que j'ai commencé à avancer dans l'herbe, ils se sont mis à aboyer. Donc, en fait, j'ai jamais osé gagner les toilettes. Ah mince. Voilà. Et donc là, je me suis dit, comment je fais? Et là, j'étais vraiment pas bien, quoi. Et donc là, tu te sens un peu seule puisque t'es pleine lune. Une grande étendue d'herbe, donc si quelqu'un d'autre se lève, c'est sûr que t'es pas caché. Oh là là, oh l'enfer. C'était l'enfer. Et donc du coup, j'ai trouvé des trous de top qui m'ont beaucoup aidé. Et j'avais des rochers et j'ai déplacé les rochers sur les trous de top. Ah ben, faut des idées. Faut un peu être inventif, hein, dans ces c'est moments-là. clair. Non, mais c'est l'aventure. Tu voulais l'aventure, tu as eu l'aventure. Exactement. Donc non, mais vraiment, à la fois j'étais un peu malade, tu vois, et en même temps je me marrais intérieurement en me disant, mais alors ça, c'est quand même un des moments les plus épiques de ma vie, quoi. Ah bah évidemment. Faire mon affaire sur un Jailou Kyrgyzstan à 3000 mètres d'altitude, en pleine lune, et il faut surtout que personne d'autre se lève maintenant, quoi. Sinon, je suis foutue. Ouais, ah la honte. C'est clair. Et le lendemain matin, tu vois, quand on s'est levé, je disais, bon, là, il faut pas aller déplacer ce petit rocher, celui-là non plus. Surtout celui-là, non. Voilà, c'est ça.
Mais c'est improbable, enfin, jamais tu peux imaginer vivre ça avant de le vivre, quoi. Eh ben non, voilà, exactement. C'est pour ça que je suis venue te le raconter. Bah, c'est génial, pas sur le moment. Ah, mais c'est des souvenirs extraordinaires, quoi. Et après, j'étais mieux, hein, donc j'ai fini par dormir. Ouais. Mais bon, une nuit quand même un peu chaotique. Et donc après, on a fait donc nos 2 nuits à Songkul et il était temps de repartir et on partait vers un autre endroit donc qui est plus vers le sud du pays qui s'appelle la vallée de Tashrabat. C'est assez connu ça au Kirghizistan parce qu'en fait, c'est sur la route de la soie, enfin en parallèle de la route de la soie. Donc là, tu empruntes des chemins des anciennes caravanes nomades en fait hein, et les paysages sont à nouveau dingos. Donc là, on a beaucoup roulé. Alors j'étais pas hyper bien parce que j'ai quand même mal au ventre encore régulièrement, mais ça m'a pas empêché de profiter des paysages qui étaient fous. On est monté assez haut, on est monté jusqu'à plus de 4000 mètres. Là, t'as des chameaux. Tu découvres d'un seul coup, tu tournes la tête, il y a 2 chameaux tout seuls comme ça en haut de la montagne. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait des chameaux dans un paysage alpin comme ça, tu vois. Enfin, c'est vrai que c'est un peu étonnant. T'imagines les chameaux dans des déserts. Et ben au Kyrgyzstan, ils sont quand même dans les hautes montagnes. Et là, on a eu des vues incroyables. Enfin, vraiment, j'ai des photos fantastiques en fait où il fait froid parce que tu sors du 4x4 pour profiter des paysages, mais où les vues sont incroyables. À l'horizon, à perte de vue, des montagnes, mais si tu veux, toi, t'es tellement haut que la montagne qui est déjà haute, elle te semble petite, t'as l'impression d'être dans une maquette géante. Enfin, c'était vraiment fou comme paysage, puis que j'ai jamais revu ça ailleurs. Et puis, on est arrivé en toute fin de journée donc dans une vallée. Alors là, l'ambiance, c'est la brume. Il y avait une petite pluie qui avait commencé, donc c'était des nuages, du brouillard, une vallée encaissée avec de la montagne, et là, un camp de yourtes à nouveau. Et donc là, c'était vraiment très joli. Enfin, esthétiquement, c'était très beau de voir ça comme ça. Sauf que quand on est arrivé assez tard. Il y avait plus de place pour dormir en yourte, alors qu'on devait dormir en yourte normalement. Donc là, petite déception. Et puis finalement, ils nous ont trouvé une place dans une petite maison en dur qui sert normalement à héberger les guides. Et donc en fait, ils nous ont placés là. Alors ce qui était bien, c'est qu'il y avait un poêle à bois et donc qui a été alimenté la nuit et donc on n'a pas eu froid. Donc ça, c'était sympa. Puis j'étais encore un peu malade, j'avais pas mangé le soir, tu vois, parce que j'étais pas très bien. Donc c'était bien d'être dans un sac de couchage au chaud avec une petite bouillotte et le poêle qui était alimenté par les gens du campement. Sauf qu'à chaque fois qu'ils venaient alimenter le poêle, ils étaient très discrets, mais ils sentaient très très fort la chèvre. Oh. Et donc en fait, tu les entendais pas, mais tu sentais, tu fais on vient alimenter le poêle. Ah, c'est particulier. Non, ce qui était chouette à cet endroit-là, c'est qu'ils avaient une espèce de... Alors, je me rappelle plus le terme, il y a un terme russe pour parler des saunas, en fait. Ils avaient une sorte de sauna artisanal, alors très, très artisanal, hein, mais c'était génial. Là, on a profité de ça, en fait. On s'est fait un petit sauna, pareil, alimenté au feu de bois, tout seul. Enfin. Et puis le lendemain matin, normalement, on devait randonner, on devait faire une grosse rando qui nous emmenait dans une vallée qui s'appelle Ichke, qui est une vallée voisine de Tashrabat. Et en fait, quand on s'est levé, grosse pluie. Donc, pas trop possible de commencer à prendre le chemin. Et puis Nicolas, il nous dit, j'ai peur que ce soit la galère en fait de vous rejoindre là-bas avec le 4x4, je vais m'embourber. Donc il nous dit, je crois que c'est pas imaginable pour le moment. Finalement, la pluie cesse et on est allé visiter un ancien caravan. Alors, on l'appelle le caravansérail de Tashrabat, c'est un des monuments assez connus. Alors, c'est ça qui est génial, hein, c'est que il y a personne, il y a absolument personne. Nous étions 2 pour aller voir ce monument. Il est perdu au milieu de la montagne et c'est en fait un ancien temple nestorien du Xe siècle. Donc, c'est un bâtiment très très ancien qu'on appelle caravansérail, mais en fait, les archéologues qui l'ont découvert en 83, donc tu vois, c'est assez neuf, ont expliqué que c'était pas un caravansérail, c'était pas une zone de passage pour les nomades parce qu'en fait, on n'est pas exactement sur le parcours de la route de la soie, on est un peu en décalé, donc c'était pas possible que ce soit un caravansérail. Par contre, ils pensent que donc ça a été un temple et puis ensuite ça a servi de prison en fait. Et donc là, Nicolas est venu avec nous et là il nous a expliqué avec pas mal de mimiques assez rigolotes, les différents cachots, les espèces de punitions qu'il y avait, être à genoux, pas pouvoir se lever, tu vois, des trucs bas de plafond où les gens restaient accroupis. Alors ça a beau être une prison, c'était vraiment un beau bâtiment, tu vois, avec des coupoles. En fait, c'est tout un bâtiment en pierre et en coupole. Et puis tu peux monter après au-dessus du bâtiment, t'es sur une colline qui le domine et c'était superbe à voir aussi ça. Donc ça c'est un joli moment de culture. Il y en a pas beaucoup il y a de la culture au Kyrgyzstan, mais par rapport à l'Ouzbékistan par exemple, c'est pas du tout. Autant le Kyrgyzstan c'est de la pleine nature, autant l'Ouzbékistan c'est surtout de la culture, tu vois. Et là, on a eu un petit moment culturel qui était assez sympa. Bon, finalement, c'était pas mal qu'il ait plu. C'était pas mal qu'il ait plu parce que je sais pas si on aurait eu le temps d'aller voir ce monument-là. Et en fait, il était tout près, on est allé à pied, enfin vraiment, c'était assez près du campement. Et puis finalement, comme le soleil s'est levé, Nicolas nous a dit, si vous voulez, je vous emmène quand même sur la vallée d'Ichke, mais en 4x4, pour que quand même vous voyez l'endroit. Ce qu'on a fait, on a réussi à y parvenir malgré la terre qui était très grasse. Et là, du coup, on a profité de la vallée, on s'est baladé dans la vallée. C'était pas une rando, tu vois, mais on a quand même profité de l'endroit. Et là, pareil, c'était incroyable, quoi. C'est des plaines vertes à perte de vue, des montagnes de chaque côté. T'es vraiment dans un endroit encaissé au milieu, c'est super beau.
chevaux. Et puis là, pareil, troupeau de chevaux qui arrive, qui galope, tu le vois arriver derrière toi, et un autre troupeau de chevaux qui arrive en face, et les deux troupeaux galopent l'un contre l'autre. Tu te dis, mais ils vont se télescoper, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, ils se rejoignent, ils se font des mamours et ils repartent tous ensemble au galop. Incroyable. Tu sais, comme font les oiseaux, là, avec les escadrons d'oiseaux, là, c'était pareil, mais avec des chevaux. Improbable. Ouais, vraiment improbable et magique. Tu te dis, ah ouais, c'est vraiment ça que je cherchais ici, c'est cette culture équestre comme ça, mais très sauvage, quoi. Donc ça, c'était très chouette, ouais. Bon, on continue. On continue. Alors du coup, comme les plans avaient un petit peu changé à cause de la météo, parce qu'il y avait des pluies par endroits, en fait, Nicolas, il a un peu changé le parcours et il nous a proposé d'aller voir un lac près de la frontière chinoise qui s'appelle Shatirkul. Alors, je me demande si on ne dit pas Shitirkul. C'est un lac d'altitude qui est cerné par des sommets à 5000 mètres sur la frontière chinoise. Il faut passer pas mal de checkpoints pour arriver là. Et là, c'était assez drôle parce que les checkpoints, c'était Tintin au Tibet, quoi. Vraiment, c'est les militaires avec leurs grosses parkas, moumoutes, clope au bec, la casquette, très sévère. Vraiment, je me suis revue dans Tintin. C'était fou. Je trouvais ça génial aussi, cette ambiance-là. Bon, ils ont pas été méchants, hein, ils nous ont laissé passer, mais tu vois, tu sentais que c'est une zone assez sécurisée parce qu'il y a la frontière chinoise pas loin et que quand même, ça peut être un peu tendu. Et là, ce lac, c'était super parce que j'ai pu aller faire voler le drone en toute liberté à cet endroit-là. C'est un lac qui est gelé pratiquement toute l'année parce qu'il est très haut. Et voilà, c'était des très belles lumières, des montagnes, du doré partout. C'était chouette de nous avoir montré ça parce que c'était encore un endroit encore plus isolé, personne n'y va, tu vois. C'est vraiment très rude comme environnement. Moi, j'étais ravie. Il avait compris, en fait, Nicolas, que je cherchais l'aventure. Et donc, je voyais qu'il était content de me montrer ça. Et c'était chouette parce que j'ai fait du drone et du coup, il s'est pris au jeu et donc, il voulait conduire son 4x4 et que je le survole avec mon drone et qu'on voit le 4x4 qui roulait le long du lac avec les lumières du coucher de soleil. Super. Non, vraiment, c'était génial. Il a adoré. Lui, je pense qu'il prenait vraiment beaucoup de plaisir d'être avec nous parce qu'il découvrait aussi une forme de tourisme qu'il connaissait pas, je pense. Ce côté un peu aventure que lui, c'est son pays, si tu veux, mais je pense que ça lui faisait plaisir de montrer qu'il avait moyen de nous offrir beaucoup d'aventures et beaucoup de sauvages dans cette histoire. Donc ça, c'était chouette. Et puis, on est allé dormir en ville, dans une ville qui, je crois que c'était Naryn, la ville où on est allé dormir à ce moment-là, dans un petit hôtel, les Montagnes Célestes. Oh. Moumoute sur la cuvette. Ouais, c'était assez kitsch, mais c'était confortable et c'était plaisant, en fait, après ces quelques nuits sauvages, d'avoir un vrai lit, en fait, de la chaleur, tu vois, une salle de bain, une vraie douche. Des vraies toilettes. Ouais, c'est ça. Donc non, on a bien apprécié cette petite nuit confortable. Et puis après, on a repris la route le lendemain et là, on est arrivé sur l'aventure de notre vie. Et clairement, aujourd'hui, malgré la multitude de voyages que tu sais qu'on a fait, c'est vraiment aujourd'hui resté l'aventure de notre vie, cet endroit. Waouh, spoiler. Ouais, là spoiler alerte. Donc en fait, c'est ce fameux lac de Kilsu que je voulais absolument voir parce que j'avais repéré, je m'étais baladée sur internet et j'avais vu que c'était un lac morainique, en fait, donc issu des glaciers, en fait, et donc il y avait une couleur très particulière, turquoise, superbe. Pareil, entouré, en fait, de reliefs de montagnes très acérées. En fait, ça crée un relief très particulier et ça avait l'air splendide. Et les gens qui étaient allés disaient que le trajet pour monter à Kilsu était fantastique, en fait. C'est la zone des éleveurs de yaks. Donc là, c'est plus, t'as des chevaux, mais t'as aussi beaucoup de troupeaux de yaks. Et donc, c'est quand même encore un endroit, tu montes vraiment en grade, en fait, dans le côté perdu et sauvage du pays. C'est au sud du pays, donc c'est aussi côté frontière chinoise. Et donc, il faut pas mal d'autorisations qu'on avait dû faire en amont avec Natacha, avec les passeports et tout. Elle avait fait faire des papiers, elle avait de multiples autorisations pour pouvoir aller passer la route qui allait à cet endroit-là. Et puis, à cause des problèmes météo, il y avait eu des éboulements à certains endroits sur la route, donc on n'a pas pu prendre la route sud, il a fallu prendre la route nord ou l'inverse, je sais plus comment ça s'était fait, mais bref, on a fini par arriver au premier campement nomade qui est en bas dans la vallée avant ce lac à 13h. Et donc, on était un peu contraints à se dire comment on va faire pour aller voir le lac parce que, en fait, au niveau météo, les fenêtres, t'es en montagne, c'est pas toujours évident. Là, il faisait beau, c'était l'après-midi, il faisait beau. On savait qu'en rando à pied, ça le ferait pas parce qu'en fait, c'était 2h30 pour monter jusqu'au lac, plus le retour, le soleil serait couché, c'était pas gérable à pied. Même si au départ c'était mon projet. Il y avait plus de chevaux, il y avait pas de chevaux dispo pour qu'on monte à cheval. Et du coup, le propriétaire du campement, il parle ensemble avec Nicolas et je comprends qu'il dit à Nicolas que ça peut peut-être le faire en voiture. Il dit ça va être un peu sport, là c'est du vrai 4x4 quoi, mais il dit je pense que ça doit pouvoir passer. Alors déjà, faut que tu traverses une rivière pour commencer. Et je sens que Nicolas, il est un peu émoustillé par l'aventure, tu vois. Et donc
Je le sens un tout petit peu, tu sens qu'il a un peu peur quand même, je pense, parce qu'il est pas forcément sûr de son véhicule mais je pense qu'il est quand même tenté et il voit que moi je demande que ça en fait. Et donc il dit bon allez, on va le tenter, on va monter en voiture au lac, comme ça vous aurez votre après-midi au lac et on redescendra le soir. C'était ce qui était prévu. Et donc nous voilà partis et donc je vois qu'il hésite au moment de traverser la rivière parce que c'est quand même de la rivière avec du bon gros bouillon là, donc tu sais pas trop où est-ce qu'il faut passer, il sort de la voiture plusieurs fois, il regarde, il cherche, enfin je le sens pas hyper sûr de lui et puis finalement on voit arriver 5 autres 4x4 qui arrivent derrière nous et en fait on découvre que ce sont des Kirghizes de Bichkek avec des Kazakhs en fait, c'est les deux familles qui ont décidé d'aller camper au lac et qui eux sont 4x4 et qui foncent quoi. Donc, tu vois là tu sens que c'est pas on joue pas dans la même cour quoi. Et les mecs, ils passent. Et boum, 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 ils traversent des gerbes et tout. Et donc là, du coup, Nicolas, il se dit, bon, bah, je les suis, a priori, ils savent faire. Donc on suit, on traverse, t'as de l'eau jusqu'au capot, là, enfin, c'est un truc de fou. Tu t'es dit, ouais, là, l'aventure a vraiment commencé. Et puis, en fait, très vite, t'arrives dans les Jailous. Alors là, c'est magnifique. T'as des yaks qui te regardent passer avec leur manteau de laine noire, là, qui tombe jusqu'en bas. C'est splendide. T'as de la rivière partout, ça serpente. T'as plein de petits ruisseaux qui serpentent partout dans le Jailou. Des rochers ronds, la montagne. Là, le vert, il est fluo, quoi. Enfin, tu sens que c'est une zone très humide, le vert est splendide, il fait très beau. Vraiment, tu te dis, ouais, alors vraiment là, je crois que c'est là, vraiment c'est ce que je suis venue chercher encore plus, c'est ça, quoi. C'est vraiment cette zone ultra sauvage, ces paysages de fou. Sauf que la terre est très très grasse, bien sûr, dans ces zones-là, et donc, ça y est, on s'embourbe une première fois. Donc on descend, mais comme on avait les Kazakhs devant nous dans leur 4x4, les mecs s'arrêtent en fait, comprennent qu'on est embourbés, et là les mecs peur de rien quoi. Alors c'était très drôle parce qu'ils sortent du 4x4 et shoot de vodka sur shoot de vodka, et les mecs ils sont en talkie-walkie, tu vois, ils sont hyper équipés, ils ont des sangles, et donc ils commencent à t'accrocher avec la sangle. Toi, tu sors du véhicule. Moi, je filme au drone parce que je trouve ça génial, en fait. T'as des cavaliers qui arrivent à cheval du village parce qu'il y a il y a des gens qui passent à cheval et qui voient le truc et donc qui galopent à côté, tu vois. Enfin, c'était une ambiance incroyable. Et là, tout le monde qui crie, allez, allez, allez. Puis t'as le 4x4 de devant qui te tire, et Nicolas qui était au volant, et puis il a fini par réussir à sortir de l'embourbement, et donc tout le monde applaudit. Enfin, tout le monde était hyper content, et que je te fais des tapes dans le dos, et que je te repropose un shoot de vodka. Bah, tu vois, c'était assez drôle. Et moi, j'étais là, non, mais dans quel monde on est tombé là? Donc j'étais partagée, je trouve ça génial en fait. Je me disais, c'est quand même excellent, je vivrais ça nulle part ailleurs de ma vie quoi. Bon voilà, on s'est embourbé une deuxième fois, donc rebelote et re-shoot de vodka et la sangle et tout, mais tout le monde était rodé et du talkie-walkie, c'est parti. Bon bref, on a réussi à nous dégager 2 fois. Et puis après, t'attaques un espèce de chemin qui est normalement sentier, puis le sentier pédestre, enfin que t'attaques en 4x4. Et là, c'est un peu chaud parce que c'est vertigineux, t'as la montagne sur un flanc et de l'autre côté c'est le vide. Et puis tu grimpes, et là t'arrives et donc tu finis par descendre la voiture, tu marches à pied et t'arrives sur le fameux lac de Kilsou. Et là, t'es seul au monde parce qu'il y a personne d'autre que nous et ces fameux Kazakhs qui avaient prévu de venir camper. Et donc là, bah, c'est splendide. Alors le ciel se couvre quand même progressivement, donc le beau ciel bleu laisse place à un ciel blanc. Il commence à faire froid, on se couvre bien et puis là, on profite de la vue qui est juste incroyable avec ce lac qui est vraiment plein. Et on a de la chance, parfois il est vide. En fait, ça dépend un peu des moments de la période et tout ça. Et là, il est plein cette année-là. Il est turquoise, vert émeraude, splendide, vraiment magnifique. Et puis bon, là, on savoure, quoi. Tu vois, on est assis, on mange nos petites barres de fruits secs, on profite de l'endroit. C'est juste très beau. Et Nicolas, en fait, vient nous voir et nous dit, je suis un peu embêtée parce que là, le temps est en train de tourner et vu la galère que ça a été pour monter, je me sens pas de redescendre parce que là, les mecs restent ici, en fait. Et il dit, moi, je me sens pas de redescendre tout seul. Si on se réembourse, c'est la galère. Donc, il dit, si ça vous va, on dort ici. Et donc là, moi, je dis, mais waouh, excellent, c'était encore mieux que dans mes rêves. Enfin, t'avais pas prévu. Bah si, j'en avais la tente dans le 4x4. Tu sais, comme j'avais prévu qu'il y ait parfois des nuits dans la tente, on avait la tente, les sacs de couchage. J'avais une copine qui m'avait prêté des sacs qui vont de -5 à -25. Elle avait fait le Népal avec, et donc on était plutôt bien équipés pour le froid. Mais clairement, on est à 3600 mètres d'altitude à cet endroit-là, et on sent le froid qui tombe bien. On allume un réchaud, on se fait une petite soupe, et puis ça commence à grêler, tu vois, de la toute petite grêle gelée, en fait. Pas agréable. Ouais, bah, en tout cas, il fait vraiment froid, c'est très très beau, mais la nuit tombe, et on se dit, bon, bah, allez, on va dormir là. Et moi, je m'imagine déjà le lendemain au lever du soleil, et tu vois, me dire, je vais pouvoir faire des photos de fou sur ce lac au lever de soleil, ça va être magnifique. Donc vraiment, je suis hyper contente. On se met sous la tente assez tôt, du coup, vers 20h. On se couche dans nos sacs de couchage, on papote pas mal, on se passe une soirée sympa tous les deux. Je me rappelle qu'on discute longtemps, des moments que tu prends pas toujours le temps de faire, en fait. Et donc, je me dis, le voyage sert à ça aussi. Là, on se retrouve à deux, c'est chouette et tout. Et puis, brutalement, vers 22h, alors qu'on est en train de sombrer dans le sommeil, là, on entend un bruit bizarre, tu vois, comme un piquet qui saute.
Et donc, on se dit, on a l'impression qu'il y a peut-être un piquet de la tente qui a sauté. Donc, en fait, on ouvre la tente et là, en fait, il y a déjà au moins 40 centimètres de neige autour de nous et c'est tempête de neige. Et dans le silence total, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte de rien. On est le 10 août, tu vois, quelque chose comme ça. Tout est logique. Alors, t'es quand même au Kyrgyzstan, donc c'est l'été, c'est la pleine saison estivale, mais t'es pas à l'abri d'une chute de neige quand t'es à 3600 mètres d'altitude. Et là, si tu veux, moi, je commence à paniquer parce que je dis, mais on va se faire ensevelir, quoi. En fait, il neige, mais un truc de fou. Enfin, des tempêtes de neige comme tu vois pas souvent en France ou dans les Alpes, peut-être de temps en temps. Enfin, vraiment, là, il neige à gros flocons. Tu sens que la tente, elle cède en fait sous le poids de la neige, quoi. Donc, on est obligé d'enlever la neige. Et là, je commence à dire à Pierre, je me sens pas du tout de dormir là et de me faire ensevelir. Enfin, donc en fait, on se rhabille, on met les frontales, on sort. Là, c'est Tintin au Tibet. Tu sais, quand il est dans la tempête de neige là et qu'il cherche le Yéti, Oui. tu vois, c'est la même chose. Sauf que t'es la nuit, t'es à la frontale, tu montes dans la neige, puis j'essaye de faire pas les 100 mètres qui nous séparent de la voiture. Nicolas, il était dans une espèce de toute petite tente militaire microscopique là, et en fait, il a dû sentir qu'il y avait quelque chose parce que lui s'est levé, il vient à notre rencontre. Et il sent que je suis pas tranquille du tout, et donc il nous propose de déménager et de venir dormir dans le 4x4. Donc en fait, en gros, on laisse l'essentiel de nos affaires dans la tente. On se dit bon, la tente va se faire recouvrir, mais on retrouvera les affaires demain matin. On prend nos sacs de couchage, des manteaux, une gourde, tu vois, et puis on se dit bon allez, on va dormir dans la voiture. Donc là, on s'enferme dans le 4x4. Par la fenêtre, je vois que tous les autres ont l'air de dormir sous la tente et que ça a pas l'air de les stresser une seule seconde en fait. Personne se lève et là, il se met à neiger, mais toute la nuit. On est enfermé dans un 4x4 à 3100 mètres d'altitude avec de la neige qui recouvre tout. Nos vitres sont totalement recouvertes. Moi, j'ai une angoisse de dingo, de claustrophobe, là où je me dis, mais je vais finir enfermée dans un sarcophage vivante, là. Tu vois plus rien parce que la neige recouvre les vitres. Ça monte. Mais c'est énorme. Et là, tu te dis, mais au secours. Et en fait, là, j'ai été à la limite de l'attaque de panique, en fait. Cette nuit-là, j'ai pas dormi de la nuit. Pierre, hyper zen, a dormi. Alors, je l'ai emmerdé pas mal, donc il a pas bien dormi, mais enfin, je sentais que lui était beaucoup plus détendu que moi. Et moi, j'étais stressée, j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir enfermée dans ce 4x4, quoi. En plus, il y avait un système de sécurité automatique, et des fois, ça marchait pas. Donc, quand tu voulais l'ouvrir pour ouvrir la portière, t'étais enfermée. Donc, t'avais des petits moments de stress qui montaient, là. Enfin, c'était terrible. Et les autres Mais non, mais tout le monde, je voyais rien. En plus, t'avais la neige qui oui, recouvrait la vitre. Oui. Je pouvais pas ouvrir la vitre pour enlever la neige. Donc, soit fallait que j'ouvre la portière. Mais au bout d'un moment, la portière, même pour l'ouvrir, j'avais peur qu'on soit coincé par la neige. Enfin, et je voyais pas de mouvement dehors. Donc, j'avais l'impression que tout le monde se faisait ensevelir. Les tentes, je ne les voyais plus. Les tentes qui existaient, elles étaient recouvertes par la neige. Et je me disais, mais c'est dingue, mais ils ont peur de rien. C'est pas possible. Enfin, comment c'est fou. Alors là, j'ai revécu ma vie. Toute la nuit, je me suis dit, ok, on n'a pas de réseau. Natacha, elle sait qu'on est là. Elle est la seule à savoir qu'on est là. S'ils n'ont pas de nos nouvelles, est-ce qu'ils vont prévenir l'ambassade? Les enfants sont en France. Enfin, tu vois, vraiment, je me suis dit, on va mourir de froid ou intoxiqués ou par notre CO2. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible. Ça a été terrible. Et puis, le jour a fini par se lever à 6h. Donc là, je me suis dit, bon, allez, on sort de la voiture, je vois ce qui se passe. J'avais de la neige jusqu'à la taille. J'avais très envie de faire pipi. Donc, je vais faire pipi dans la neige, mais avec la neige jusqu'à la taille, enfin, un truc de fou. On était pas équipé ski quand même, on était équipé rando mais pas ski. Alors par chance j'avais des chaussettes étanches. On m'avait pris cette petite envie subite avant de partir au Kyrgyzstan d'acheter des chaussettes étanches que j'ai bénies ces 24 heures-là. Bon voilà, et puis progressivement le campement se lève, il se réveille, les mecs se réveillent. Alors là en fait très zen, ils sont tous ensevelis sous la neige en fait, mais ils se mettent à taper sur leurs parois de tente pour faire sortir la neige et ils se sortent de leur tente et tu les sens pas inquiets une seule seconde. Et tu te dis mais c'est moi qui abuse, je comprends pas, personne n'est inquiet de la situation. Ils se mettent à mettre leur thé à chauffer, ils épluchent leurs patates et puis finalement ils commencent quand même à papoter, à discuter et tu sens, je finis par comprendre quand même, ils sont un peu inquiets de savoir comment ils vont redescendre les véhicules parce qu'il y a une couche de neige énorme et surtout en fait ce qui les inquiète c'est qu'ils savent que le soleil va se lever à un moment donné quand même. Alors, il neige encore jusqu'à peut-être 8h du matin. Et puis après, la neige s'arrête. Et ils ont comme info, parce que eux avaient peut-être vu, je pense qu'il y avait potentiellement de la neige, qu'il allait refaire beau. Et en fait, leur grande inquiétude, c'est que la neige va se mettre à fondre très vite et que tout va être trempé et que ça va être ingérable de ramener. C'est ça va glisser. Voilà. Donc, ils nous disent, en gros, on prend un thé, on se dépêche, les patates, ce sera pour plus tard. On leur donne des abricots secs, ils nous servent du thé. Et puis là, ils se reprennent de la vodka pour se donner du baume au cœur, bien sûr. Et là, ils nous disent, bon, là, maintenant, faut descendre. Et là, on a commencé un truc, mais ça a été les plus grandes peurs de ma vie. Enfin, alors nous, on n'était pas dans les 4x4, il y a que les mecs qui étaient au volant. Et là, j'ai dit à Pierre, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'adore le Russe brutal qui boit de la vodka, qui fume des clopes, qui a peur de rien et qui va nous sortir de ce merdier. Et clairement, là, d'un seul coup, en fait, tu mets toute ta confiance dans ces hommes-là, à qui t'aurais pas forcément adressé la parole dans d'autres circonstances parce que c'est pas ton genre. Mais je peux te dire que là,
Ah, mais je leur donnais ma vie, en fait. Enfin, vraiment. Ils ont assuré. Ah, ils ont assuré un truc de fou, mais c'est même pas imaginable. C'est-à-dire qu'il fallait descendre des pentes vertigineuses en 4x4 avec de la neige partout. Les voitures chassées et glissées. En gros, les mecs, ils se mettaient à 5 mecs au bord du ravin. Et en fait, ils faisaient barrière à la voiture quand la voiture chassait. Donc, t'en avais un au volant. Et dès que la voiture chassait, les mecs, ils repoussaient la voiture pour pas qu'elle tombe dans le ravin. Enfin, c'était un truc de dingue. Enfin, vraiment, moi, j'ai dit, mais... Oui, parce que ça pèse rien, un 4x4. Donc, il y a aucune chance que le 4x4 les dégage de l'autre côté. Non, mais ils ont peur de rien. Ils ont peur de rien. Et là, tu te dis, mais c'est leur culture, c'est leur vie, c'est leur pays, c'est la vodka, c'est la montagne, c'est l'altitude. Ils savent tout, quoi. Ils connaissent tout. Et donc, ils se laissent pas embarquer par des peurs par rapport à tout ça. Et moi, donc nous, on avait nos bâtons de rando, tu vois, on était dans la neige et on suivait. Et en fait, en gros, hein, j'avais calculé, on a mis 3 heures pour faire 500 mètres. Donc là, je disais, mais on va jamais réussir à retourner au campement. Enfin, je me disais, on va rester prisonnier ici, on va être obligé de faire une 2e nuit ici, comment on va faire? Et en plus, j'étais frustrée parce que je voyais même pas mon beau lac, parce qu'en fait, on est redescendu et j'étais partagée. Je me disais, bon, à la fois, j'ai très très envie de retrouver le village, parce que je me sentirais en sécurité. Là, je me sens pas en sécurité. Mais en même temps, j'aurais trop envie de remonter voir ce lac qui a l'air splendide maintenant que le soleil s'est levé, tu vois. Bon, on n'y a pas pu, hein, on n'est pas remonté, mais bon, tu sais plus où t'es, quoi. On était quand même vraiment, enfin, on était quand même encore pas mal stressés. Là, ça s'est embourbé à mort. Donc, il a fallu creuser, mettre des pierres. Enfin, tu t'en prenais de la boue plein le visage quand le mec, il accélérait pour essayer de sortir de l'ornière. Enfin, c'était... Interminable. Ouais, interminable. Mais les mecs, vraiment... imperturbables, quoi. Enfin, vraiment sûrs de leur coup. Ils étaient sûrs qu'ils allaient nous ramener. Enfin, tu vois, il y avait pas avant. Et puis là, Nicolas, quand même, lui, était moins sûr de son coup. Tu sentais qu'il avait moins l'expérience que les gars, mais il était content d'être avec eux, clairement. Ah bah, tu m'étonnes. Heureusement. Et là, il nous dit, bon, écoutez, en fait, je sais pas combien de temps on va mettre pour aller au campement. Il dit, allez-y à pied. Et là, il te dit, c'est dans la neige. Tu suis les traces des chevaux. Bien sûr. Bien sûr. Combien de kilomètres? 7 kilomètres. Tu fais 7 bornes à pied dans la neige, sur un chemin que tu ne connais pas, et il n'y a pas de sentier, hein, tout est recouvert de neige. Tu n'as qu'à suivre la trace des chevaux, puisqu'il y a des cavaliers qui y passent dans ce trajet et que tu verras des traces. Ok, donc nous voilà partis avec mes chaussettes étanches, hein, que j'ai beaucoup appréciées. Et donc on est partis, on a marché 7 bornes dans la neige, une neige très lourde, en plus c'était une neige d'été, donc vraiment très lourde aux pieds, qui collait aux pieds avec de la neige, ouais, jusqu'au mollet, quoi. Enfin vraiment, Mais alors là, par contre, paysage, mais incroyable, quoi. Enfin, c'est le Jailou qu'on avait vu vert avec tous les petits ruisseaux, les rivières qui serpentaient, les rochers et tout. Bah là, c'était une étendue blanche, ciel bleu, parce que le soleil s'est levé, et comme c'était prévu, un grand ciel bleu. On a commencé même à avoir presque chaud, et on a randonné comme ça 7 kilomètres en se disant, j'essaye d'aller, on m'a dit d'aller dans cette direction-là, mais t'as aucune idée de si tu vas arriver dans un village. Enfin, à un moment donné, je me suis dit, on a une barre de céréales dans la poche, on a une gourde, est-ce que c'est raisonnable ce qu'on est en train de faire? Je sais pas trop, tu vois, bon. Et là, Pierre, elle t'a dit, merci. Non, mais vraiment, l'aventure, on est au top. Alors, du coup, il y avait une espèce d'adversité. On était tous les deux à se dire, bon, là, on est en train de vivre l'aventure de notre vie, quoi, c'est tout. Il faut aussi trouver ce fameux village. Alors, arrive une première autre complication qui est une immense rivière. Et là, tu te dis, mais comment je fais? Il m'a pas dit qu'il y avait une rivière à traverser. Puis la bonne grosse rivière, tu vois, avec les gravillons, le courant, le fort courant, rivière de montagne, quoi. Et large, je sais pas, je pense qu'elle faisait, je vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'elle faisait au moins 25 ou 30 mètres de large, quoi. Ah ouais. Ouais, faut y aller, quoi. Ouh. Donc là, on se retrouve là à se dire comment on va faire. Et en fait, on a un ange gardien qui arrive, un petit garçon de 11 ans, un berger qui arrive sur un cheval et qui venait faire monter les moutons à cet endroit-là. Donc tu vois, c'est là que tu te dis, en fait, nous, on est en train de vivre l'aventure de notre vie et lui, c'est juste son quotidien. Et donc il arrive avec son petit cheval et ses petits moutons là, et il voit bien, il comprend qu'on est un peu dans la mouise, et il nous fait des signes et il nous propose en fait de nous monter sur son cheval pour traverser la rivière. Trop mignon. Bon, sauf que quand même, je n'ai jamais traversé de rivière à cheval, hein, et que pareil, tu donnes ta vie, après avoir donné ta vie au slave, tu donnes ta vie à un enfant de 11 ans. Donc tu te dis, bon, lâche prise, c'est tout, tu n'as pas à chercher, tu ne peux rien contrôler dans cette histoire, de toute façon, tu n'es maître de rien, tu dois juste faire confiance aux gens qui t'entourent et qui vivent ici. Donc me voilà montée sur la croupe derrière ce petit bonhomme de 11 ans. Et nous voilà partis à traverser la rivière avec de l'eau quand même le cheval avait l'eau jusque en haut des pattes, quoi. Enfin vraiment. Et là, tu sens que le cheval, ça va être chaud parce qu'on est 2 sur lui. Bah oui. C'est pas facile. Il y a du courant, il y a des gravillons, et tu sens que le cheval, il a un petit peu de mal à traverser, quoi. Et donc, moi, je me dis, punaise, j'espère qu'on va pas tomber à l'eau avec le cheval. Enfin, tu vois, chaque moment a été incroyable dans cette histoire, quoi. Bon, me voilà de l'autre côté, sauf qu'il faut aller chercher Pierre. Et que Pierre fait quand même quelques kilos de plus que moi. Et que je me dis, oh my god, il va mourir noyé. Mais avec non. le cheval.
Et donc, bon, Pierre monte derrière le petit, là, et c'est parti. Et là, je les vois traverser. Alors, j'ai pas filmé, mais j'aurais dû. Mais tu vois, t'es tellement dans un stress à ce moment-là que tu penses pas à ça, quoi. Et là, j'ai vu le petit gamin qui allait. Ils ont réussi à traverser. Et putain, c'était la victoire finale quand ils sont arrivés de l'autre côté. Et là, le petit, on n'avait rien à lui donner pour le remercier. On avait nos barres céréales. Et en fait, on lui a donné nos barres céréales. Et là, le sourire, parce qu'il avait un visage un peu fermé. Les Kirghizes, ils peuvent avoir un aspect un petit peu fermé de premier abord. Après, ils sont très, très gentils. Mais là, tu sentais qu'il était un peu fermé. Et là, on lui donne nos barres céréales. Et le sourire, mais jusqu'aux oreilles. Et là, tu sais, Oh là on lui a là. fait sa journée, quoi. Il était trop heureux d'avoir des gâteaux parce que dans cet endroit-là, ils ont pas trop accès, tu vois, à tout ce qui est produits transformés, ils connaissent pas. Là, il était hyper content d'avoir ses barres de céréales. Donc, nous sommes arrivés de l'autre côté de la rivière, il a fallu continuer à marcher, sauf qu'effectivement, la neige fondait de plus en plus, donc ça devenait boueux, et on a fini par arriver sur des collines où on a vu le village en contrebas, donc là, hyper soulagé de se Tu dire, m'étonnes. ouf, des yourtes, on va être vivant, normalement, on va arriver vivant au bout. Sauf que là, c'était vraiment chaud d'arriver au village parce qu'il fallait descendre des collines, et c'était assez vertigineux, et ça glissait de fou, en fait. Parce que la boue, tu vois, la neige avait fondu, donc c'était ultra boueux. On a un peu inversé les rôles parce que Pierre a le vertige, et donc dès qu'il est instable, il perd un peu pied dans les deux sens du terme. Et donc là, Pierre s'est mis à paniquer, alors que moi, j'ai fait de la gym petite, tout ça, donc j'adore ça. Et donc là, j'ai dit, allez, c'est bon. Donc toi, tu m'as soutenu là depuis toute la nuit, c'est toi qui étais aux manettes. Maintenant, c'est moi qui reprends le lead, et tu me suis, tu me tiens, et on va y arriver. Et donc on a fini en 1 heure de plus, je pense, de grimpettes et de boue et de glissades et de se dire on va tomber, non, on tombe pas, à parvenir au village, au camp de yourtes, où là, les villageois nous ont accueillis avec grande joie parce qu'ils avaient compris qu'on avait probablement vécu une nuit particulière. Ils nous ont servi la soupe chaude, il y avait les enfants sous la yourte qui étaient trop mignons, trop contents de nous voir, qui venaient jouer avec nous et tout. Et donc là, on était hyper heureux, sauf que, on savait quand même pas ce qu'étaient devenus les autres, quoi. Et puis en fait, à un moment donné, peut-être 1 heure après notre arrivée, on a vu les 4x4 traverser la rivière, victorieux, et donc tout le monde s'est tombé dans les bras à la fin. Et Nicolas qui nous disait adrénaline, adrénaline, tu vois. Donc on a vécu les 24 heures les plus, C'est dingue. les plus exaltantes, je pense, de notre vie, en fait, à ce moment-là. Bah là, t'es contente de pas être avec les enfants? Ouais, carrément. Là, en fait, à la fois, je me disais, je vais mourir sans eux, c'est horrible, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Et en même temps, oui, à la fin, je me suis dit, non, mais clairement, là, ils avaient peut-être pas été raisonnables d'être avec les petits, quoi. Chez les Kazakhs, ça leur posait aucun souci, tu vois. Enfin, eux, il y avait un petit garçon avec eux, qui a marché à pied à côté des 4x4 le temps que les papas désembourbent et fassent leur manip, et eux, je les sentais, mais complètement sereins, en fait. Même à se marrer, à se filmer, enfin, tu vois, je me disais, mais c'est fou, on a vraiment pas la même référence culturelle, quoi. Ouais, et puis ça leur est peut-être déjà arrivé aussi. En fait, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que eux, c'est des vrais 4x4eurs. C'est leur environnement. C'est leur véhicule, c'est l'environnement. La neige, pour eux, c'est 9 mois de l'année, 6 mois de l'année. Enfin, ils connaissent ça par cœur. Donc non, je crois que pour eux, ça a été de l'aventure, mais dont ils avaient l'impression. Enfin, je pense qu'ils savaient qu'ils avaient maîtrisé de A à Z et qu'ils s'en sortiraient quoi qu'il arrive. Ils étaient équipés pour le campement. Je crois que ça leur aurait posé aucun souci de redormir une deuxième nuit en haut, s'il avait fallu. Ils avaient des patates. Tant que t'as des patates et de la vodka. Des patates et de la vodka, tout va bien, quoi. Donc, non. J'ai dit à Pierre, vraiment, cette aventure-là, je te dis, tu finis par devenir... T'as vu, hein, j'organise bien les trucs, hein. Bah ouais, tu deviens pote pour la vie avec des gens que tu n'aurais jamais fréquentés dans ton quotidien, quoi. Et ce petit garçon, quoi, c'est... C'était trop touchant. Alors lui, je l'ai en photo, il est tout sérieux sur son cheval, là, assez grave, il a même un air un peu grave, et là, tu te dis, ouais, sa vie, elle est pas évidente non plus, quand même. On n'en sait rien, mais il aurait pu aussi passer sa route. Non, il a senti qu'il fallait nous aider, quoi. Enfin, je crois que c'est pas posé de questions, mais même, tu vois, de pas avoir peur de te mettre sur son cheval, de traverser la rivière avec toi. Il prend des risques alors qu'il te connaît pas, quoi. Bah ouais. Puis 11 ans, tu confies ta vie à cet enfant-là. Enfin, clairement, c'est ça qui est génial dans le voyage, en fait. C'est que d'un seul coup, les rencontres que tu fais, c'est pour ça que je voyage, c'est parce que tu rencontres des gens que t'aurais pas vus autrement, et à qui d'un seul coup, bah ouais, tu confies ta vie, ton espoir, tout, quoi. C'était pas l'idée, mais là... Non, c'était pas du tout prévu comme ça, hein. Mon trip, c'était, si on peut dormir au bord du lac, avoir un super lever de soleil, et que je me fasse plaisir en photo, et qu'on sera seul au monde, et que c'était déjà l'aventure en soi. Mais... Bon, bah alors après, ça va être beaucoup plus soft, hein. Oui, ça a été plus soft. Après, ça a été très beau encore, mais du coup, on s'est retrouvés le soir, on est retourné à la ville, en fait, pour dormir à la ville, et puis il fallait laver le 4x4 qui était dans un état pas possible. Et en fait, Natacha nous a rejoints là. Et donc, c'était cool parce qu'elle nous a proposé un petit débrief, en fait. Elle a senti que quand même, on avait vécu quelque chose de très fort, puis Nicolas, il lui a expliqué
expliqué. On s'est fait un petit resto tous les 4, très très sympa, et elle nous a fait goûter plein de choses. Et puis elle nous a tout expliqué, en fait, la vie des éleveurs de yaks, les conditions locales, l'histoire du lac, la géographie et la géologie du lac. Enfin, et donc en fait, je me suis dit, mais en fait, elle maîtrisait tout. C'est-à-dire qu'elle, à aucun moment, elle a eu peur pour nous. Et donc je lui ai raconté, nous, toutes les peurs qu'on avait eues. Elle a trouvé ça rigolo, en fait, de se dire qu'on avait vécu ça et que ça avait été aussi fort que ça pour nous. Parce que elle, bah voilà, elle est guide de haute montagne, elle sait que ça arrive, elle avait confiance en Nicolas et elle savait qu'on était en sécurité pour elle. On était en sécurité dans le 4x4, il n'y avait pas de sujet, en fait, par rapport à ça. Et donc, bah, c'était sympa d'avoir ce petit débrief avec elle parce qu'en fait, elle a recontextualisé le site et ça nous a aidé, je pense, à reprendre du recul sur ce qu'on avait vécu et à pas être traumatisé de cette histoire, mais au contraire, à la vivre avec quelque chose, un souvenir qui restait très très fort dans notre tête, quoi. Elle a continué le voyage encore 24 heures avec nous, puisqu'après on est allé camper au bord d'une rivière qui s'appelle la rivière Narine, qui est une très grosse rivière, pareil, turquoise, magnifique, avec des sommets de montagnes partout, comme partout au Kyrgyzstan. Mais là, les couleurs sont, la roche est rouge, et donc c'est un mélange de rouge et de vert, donc c'est très photogénique aussi. Et là, on a fait une superbe rando de 3 heures sur les flancs de la montagne avec elle, où tu croises les chevaux sauvages, où tu passes dans des anciens sites de kolkhoz à l'abandon, et donc on refait l'histoire russe ensemble. Elle est très calée en histoire, en géopolitique, et donc elle nous a, là c'était génial, on a eu un cours vivant pendant 3 heures de rando sur l'histoire du pays, sur les relations, sur les Kirghizes. En fait, c'est un pays clanique, hein, donc en fait c'est des guerres de clans pendant tout le Moyen-Âge jusqu'au 20e, hein, c'est des guerres de clans. Et en fait, ils ont pactisé avec les Russes. C'est un des clans qui a pactisé avec les Russes pour pouvoir envahir l'autre clan. Donc en fait, ils n'ont pas vécu la Russie comme de l'invasion ou comme de la domination. Pas du tout. Pour eux, c'était donnant-donnant. Ils les appellent encore notre grand ami russe. Enfin, tu sens qu'il y a encore un peu d'admiration pour la Russie. C'était très bien parce qu'elle n'avait pas du tout une vision manichéenne des choses, tu vois. Elle nous a pas opposé la Russie au Kyrgyzstan. Elle nous a expliqué que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que chacun avait à y trouver. Et elle disait, il faut quand même reconnaître que c'est la Russie qui nous a amené l'éducation et la santé à une époque où le Kyrgyzstan était dans une situation d'hygiène et éducative très très défavorisée, si tu veux. Et elle dit, alors oui, il y a bien sûr que la politique russe est complètement critiquable et encore aujourd'hui ça pose problème, mais ils restent alliés avec les Russes, ils s'entendent bien avec le peuple russe globalement et ils reconnaissent que c'est les Russes qui les ont permis de s'élever, si tu veux, en termes d'éducation et de niveau de santé. Donc c'était super intéressant. Puis elle m'a appris plein de choses. Moi j'adore l'anthropologie médicale. Enfin, elle m'a appris plein de choses sur la culture des sages-femmes, les nourrissons, les naissances, les traditions, les berceaux, ce qu'ils appellent les berceaux à cheval, où en fait les bébés quand ils naissent dans les peuples nomades, ils sont mis dans des petits berceaux spéciaux que tu peux mettre sur le cheval, en fait sur la selle. Et il y a plein de traditions autour de ça. Le premier galop avec le nourrisson qui permet d'éloigner les esprits. Ils sont musulmans en fait aujourd'hui pour la majorité, mais c'est un islam très très doux. Mais ils sont encore très imprégnés des religions chamaniques en fait. Ils sont chamans et donc ça imprègne les yourtes. Il y a plein de reliefs sur les yourtes, de symboles, l'aigle, la patte d'oiseau. Enfin, il y a plein de symboles. Elle nous a vraiment fait un moment de culture super intéressant pour bien terminer les contours de ce voyage assez exceptionnel avec justement toute la culture du pays sous la yourte en fait, hein, avec cette culture nomade très très marquée. Donc très chouette ce moment-là. Nuit difficile parce que par contre il y avait un mariage. Enfin, alors ouais, dans les villages, en fait le mariage, comme dans toutes ces cultures-là, c'est ultra important. Et donc le propriétaire du camp de yourte où on dormait cette nuit-là, qui était un camp de yourte charmant avec balançoire, et c'était absolument mignon, mariait son fils le lendemain. Et donc ils avaient prévu de tuer le mouton. Enfin, donc on n'a pas vu, mais enfin on a compris. Ils ont tué le mouton. Et le lendemain c'était un cheval qui devait être tué et mangé pour le jour du mariage. Enfin, on a quand même été mis bien au pied des traditions bien rurales du pays. Et le problème, c'est que dans la nuit, je pense qu'il y avait une sorte d'enterrement de vie de garçon, tu vois. Les jeunes du village sont venus se planter avec leur voiture devant notre yourte, phare allumé, et boum, 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 comme ça, toute la nuit. L'enfer. Et là, tu peux rien dire, tu peux rien faire. T'étais là, bon, ok. Donc là, c'était un peu lourdingue, mais bon, j'ai des boules de caisse, mais bon, ils ont fini par lever le camp à 4 heures du mat, ils sont allés un peu plus loin, ça a été plus tolérable, mais ouais, ça c'était un peu dur. Bon, mais bon, tu comprends aussi, enfin, ça te plonge aussi dans leur culture, voilà, que le mariage c'est hyper important, et à ce moment-là, touristes, pas touristes, ils en ont rien à faire, quoi. Ce qui compte, c'est la fête qu'ils vont faire eux pour le mariage, qui avait lieu le lendemain, mais c'était la préfète, on va dire. Puis on a fini le séjour par aller au lac de Issyk
cool. Donc ça, c'est vraiment le lac très connu au Kirghizistan. Là, je pense que la plupart des touristes qui vont au Kirghizistan vont sur ce lac. C'est le deuxième plus grand après Titicaca, une profondeur énorme. Enfin, c'est une mer intérieure en fait à leur échelle. Et donc là, c'est très doux comme ambiance. C'est des petits villages avec cette ambiance slave, les petites maisons aux peintures bleu ciel. Je trouvais que ça faisait Blanche-Neige, tu vois. Enfin, tu vois, c'est des petites clôtures. Alors c'est pauvre, hein, c'est très simple. Petites clôtures, des pommiers partout, des abricotiers, donc c'est très fruitier. Les gamins qui traversent la route. Alors là, tu roules et c'est pas les chiens qui te courent après, c'est les veaux qui te courent après. Ah bah oui, bien sûr. Tu vois. Oui. Voilà. Et puis là, on était dans un hôtel. C'était après, avec celui de Narine, c'était un des seuls hôtels qu'on a fait, en fait, et qui était assez mignon, tout en bois, très très simple, mais on a vraiment bien mangé. Ils nous ont fait bien manger. On avait un bon goûter aussi, avec du gâteau à l'abricot, du yaourt maison. Ouais, franchement, c'est régalé. Et puis on est allé se passer une fin d'après-midi au bord du lac. Où c'est un peu leur plage à eux, si tu veux. On était tout seuls, hein, c'est du gravier. Mais c'est très beau, en fait, parce que t'as le lac et puis t'as toute la chaîne de montagnes qui borde le lac avec les neiges éternelles, là. Et je pense que les sommets sont à plus de 4 ou 5 millimètres à cet endroit-là. Donc c'est très, très beau. Et puis, on est passé par un canyon qui s'appelle le canyon de Chaska, qui est splendide. C'est des ocres, en fait. Enfin, c'est un canyon d'ocre et tu peux te promener dedans. Et là, on a eu la chance d'avoir une lumière de fin d'après-midi après un orage. Donc, ciel gris profond, comme j'adore, et lumière splendide. Là, j'ai pu faire voler le drone aussi, me faire plaisir. Donc j'étais ravie de cet endroit très très beau. Et puis on a fini par une rando avec Natacha le lendemain. Dernière rando qui était normalement être censée être une sacrée rando aussi puisqu'on montait jusqu'à 3004 ou 3005 d'altitude aussi. Non, 4000, on a touché les 4000 mètres. Plusieurs heures de rando sur un autre col en fait à cet endroit-là. Et en fait là, brouillard, ciel bouché, pluie glaçante et tout ça. Mais on l'a fait avec elle quand même, la rando. Alors ce qui est dommage, c'est comme elle dit, on n'a pas eu les vues qu'il fallait avoir. Voilà. Mais on a testé ce que c'est que de randonner jusqu'à 4000 pendant plusieurs heures dans le froid. Et donc, on a testé à nouveau un peu les conditions extrêmes. Et donc, elle nous a refait des speeches sur la gestion de l'altitude, le fait de grignoter, tout ça. Et puis, le fait de parler avec elle, de gérer notre souffle. Enfin, sportivement, c'était intéressant comme rando. Puis elle, tu sens que c'est une petite balade de santé. Oui, c'est ça. Il y avait le chien avec nous. Il y avait un Doberman dans l'histoire qui nous suivait partout à ce moment-là. Et donc, c'était drôle, quoi. Donc, c'est pareil. Là, on a croisé à nouveau des familles nomades qui vivent dans la montagne quasiment toute l'année. Et là, tu sens que c'est très, très, très pauvre. Moi, j'avais ramené des petits jouets, des petites figurines des enfants qu'on est allé donner, tout ça, et les gens étaient super contents de nous voir, quoi. Et donc, on arrive tout doucement vers la fin du voyage, où le lendemain, on est retourné à Bichkek avec une dernière aventure mécanique, puisque le radiateur a refait des siennes. Ah mais oui. Bah oui, dès que tu te mets, en fait, c'était vraiment fait du 4x4 fait pour être sur de la piste, tu sais, avec la route chaotique. Mais dès que tu te mettais à rouler tout droit longtemps, il n'était pas trop fait en puissance pour ça. Donc le radiateur est tombé en panne, enfin, à nouveau à surchauffer. On s'est arrêté, on a repris de l'eau dans la rivière, on a réarrosé. Et puis au bout d'un moment, au bout de 3 fois, Nicolas, il s'est dit, en fait, vous allez pas profiter de Bichkek cet après-midi si je m'en sors pas maintenant. Donc en fait, c'est pas grave. T'es sur l'espèce une sorte d'autoroute, une espèce de voie nationale là. Et ben c'est pas grave, il se met au milieu, il arrête quelqu'un et il dit est-ce que vous pouvez les emmener à Bichkek? Mais non. Mais si. Et donc Natacha était avec nous, alors c'était super parce que du coup elle parlait et français et kirghize, et donc on est montés tous les trois dans la petite Lada qui presque tu frottes par terre, quoi. Il y avait plus de poignées aux portes, Mon c'était Dieu. incroyable. Et là, des gens hyper gentils, un couple de gens qui étaient ingénieurs en fait au Kirghizistan, et donc il disait j'espère que vous avez pas trop honte d'être dans ma voiture. Enfin tu vois, il avait un peu honte qu'on soit dans sa voiture. Et alors là il y avait Natacha et on disait bah non, pour nous c'est l'aventure, c'est extra, tout ça. Et donc on a parlé tout le trajet, c'était super. Et on a fini au Bazar d'Oche où je voulais absolument m'acheter un boutis. Tu sais, c'est les espèces de grands édredons chatoyants, colorés en velours qu'ils ont. Et eux, ils se recouvrent les jambes avec quand ils mangent par terre dans la yourte, ou ils dorment dessus. Enfin, vraiment, ça leur sert pour dormir et pour manger. Moi, je trouvais ça esthétiquement très, très, très joli et je voulais acheter ça. Sauf que Natacha, elle disait, mais en fait, chez nous, c'est pas du tout fait pour les touristes. Donc, en fait, il faut que je t'emmène dans un endroit très particulier dans le bazar qui s'appelle le quartier des dots, pour les mariages. Et en fait, c'est ce qui s'offre en dot d'une famille à l'autre pour les mariages. Et donc, elle m'a emmenée et on est allé trouver mon boutis et j'ai ramené mon boutis de 5 kilos en France, et j'étais trop contente parce que c'est cet objet qui résume tout ce qu'on a vécu là-bas et qui est toujours dans mon salon aujourd'hui, et je lis dessus, et voilà. Waouh! Voilà pour le Kirghizistan. Quelle aventure!
Et là, Pierre, il dit quoi à la fin de... Pierre, il est époustouflé. Déjà, pendant, il a vite pigé, en fait, il a vite compris que c'était pas du tout les clichés qu'il avait en tête et que c'était chouette de voir que t'as des clichés et qu'en fait, il faut y aller, en fait, pour contrecarrer tous ces clichés qu'on peut avoir. Non, il a dit c'est fantastique et lui aussi, il dit qu'aujourd'hui, c'est la plus grande aventure de sa vie, quoi. Non, il a adoré Nikolai. Je te dis, ce gars qui était avec ses airs un peu militaires, un petit peu bourrin, tu vois, au départ, tu te dis, mais ouais, et en fait, je veux dire, à la fin, quand il nous a ramenés à l'aéroport en pleine nuit le lendemain, il nous a déposés, il y avait des bouchons un peu partout, et puis on s'est un peu, tu vois, dit vite au revoir à la va-vite, un peu frustré. Et en fait, alors qu'on était dans la queue pour faire peser les bagages, il est revenu, en fait, il a réussi à se garer, il est revenu, il nous a pris dans ses bras, on est tombés dans les bras tous l'un de l'autre, tu vois, tu te dis, en fait, il a un cœur en or. Ah bah, vous avez vécu des sacrés trucs. Ouais, c'était vraiment, vraiment incroyable, et donc, ça a été vraiment hyper heureux d'avoir vécu ce moment suspendu, complètement. Alors, quand tu voyages, tu vis des moments hors du temps tout le temps, hein. Moi, c'est ce que j'adore en voyage, et chaque voyage, je l'ai au fond de mon cœur, et chacun a sa place avec. J'ai toujours adoré nos différents voyages. Et c'est vrai que celui-là, je voulais te le raconter parce que je sais que les gens s'intéressent au Kyrgyzstan quand même actuellement, les gens en parlent de plus en plus, mais vraiment, ça a été l'aventure de notre vie en voyage. Peut-être on peut le faire avec un peu moins d'aventure. Mais évidemment. Non, je pense que c'est carrément jouable avec des enfants. Tu vois, j'y ai pensé en fait en me disant un jour on reviendra peut-être, je sais pas. C'est faisable. Après, c'est juste que je pense qu'il faut quand même être une famille un petit peu roots pour faire ce genre de voyage. Il faut avoir déjà voyagé, à mon avis. Je pense que c'est pas le premier voyage de ta vie que tu vas faire avec des enfants. Faut pas avoir peur des conditions d'hygiène un peu moyennes. Faut pas se sentir dépassé dès qu'un enfant est malade. Tu vois. Voilà. Je pense qu'il faut un peu d'épaule, je dirais, pour gérer ce genre de voyage-là, mais pour des familles qui ont l'habitude d'avoir déjà un peu voyagé dans le monde, qui ont un peu l'habitude de ces conditions de voyage-là, c'est le kiff absolu, hein, vraiment. Quand t'es accueilli chez les nomades, que tu passes du temps avec eux, tu vois, je pensais à ce fameux jeu en pleine nuit, la Archemeux. Moi, je me disais, mes ados auraient adoré jouer à ça en pleine nuit. Ah, c'est sûr. Voilà. Et puis, cette vie sauvage, là, les chevaux partout, les yaks. Et puis, c'est vraiment une culture que tu n'as que là, hein. L'Asie centrale, c'est un endroit à part dans le monde, hein. Quand tu fais l'Asie, c'est pas l'Asie centrale. Quand tu fais la Russie, c'est pas encore l'Asie centrale. Quand tu fais l'Amérique du Sud, c'est pas la même chose. C'est vraiment une culture complètement à part et que j'étais hyper heureuse de découvrir. Bon, on va passer au guide pratique. Combien d'heures d'avion, quel décalage? Alors à l'époque, on avait fait une escale à Moscou. C'était des vols qui passaient par Moscou. Je sais pas trop aujourd'hui comment ça se passe, le survol de la Russie. Je sais pas trop où on est. À l'époque, on a fait 6 heures de vol jusqu'à Moscou. Une petite escale en pleine nuit à Moscou. On a dormi dans un petit hôtel capsule pendant 3 heures pour récupérer un peu. Et on a refait 4 heures, 4h30 de vol de Moscou à Bishkek. Je crois qu'il faut compter en direct. Tu dois avoir quand même... Si ça existe en direct, je suis pas sûre. Depuis la France, je crois pas qu'il y ait des directs. C'est au moins 9h, 9h30 de vol. Quel décalage? Décalage horaire, 5 heures en hiver et 4 heures en été ou l'inverse. Des formalités particulières? Les passeports, bien sûr, qui doivent être valables, comme d'habitude, jusqu'à 6 mois après ton retour. Il y a un visa. Alors, je me souviens plus du tout, mais là, j'ai revérifié hier pour te donner des infos fiables. Ouais, il y a un e-visa que tu peux faire en ligne qui a l'air de coûter 45 €. Puis les vaccins traditionnels. Alors moi, tu sais que je ne fais que recommander la vaccination, évidemment. Mais je pense que l'hépatite A, être vacciné hépatite A dans ce genre de pays, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle, nous, en médecine, un péril fécal important, hein, c'est-à-dire des conditions d'hygiène avec l'eau et tout ça qui sont moyennes. Et donc, je pense que c'est bien d'être vacciné hépatite A pour faire ça. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier quand on va dans ce pays? Une lampe frontale. Oui. En fait, partout dans les campements, il n'y a pas d'électricité, du tout. Donc, en fait, t'es dans le noir tout de suite. Donc, la lampe frontale, ça me semble une évidence. J'ai beaucoup apprécié j'avais pris une gourde filtrante, mais qui était souple. Tu vois, ça faisait une espèce de sac plastique souple. Et en fait, ça m'a pas tellement servi pour la gourde filtrante parce qu'en fait, on avait fait le plein de bidons d'eau avant de partir à Bishkek et on en a eu assez pour le voyage. Mais par contre, ça m'a servi de bouillotte quand j'ai eu mal au bide. Donc en fait, comme ils font du thé tout le temps, toute la journée, il y a toujours de l'eau chaude dans les bouilloires. Donc en fait, tu te mets l'eau chaude dans la gourde filtrante souple qui m'a servi de bouillotte et ça c'était génial. Alors ça sert de bouillotte quand t'as des coliques, puis ça réchauffe en fait. Donc on se couchait, on se mettait dans le sac de couchage avec ça et ça c'était chouette. Et puis je dirais les boules caisses. Parce que la vie dans un campement est pas toujours de tout repos. Enfin, t'as des gens qui passent, t'as les chevaux qui broutent, les yaks qui viennent brouter à côté de toi, les chiens qui aboient la nuit. Enfin voilà, c'est pas tout le temps le silence absolu toute la nuit. Donc les boules caisses c'est une bonne chose. Ouais. Et chaussettes étanches. Ouais, chaussettes étanches, si tu veux un peu d'aventure, ça peut être une bonne chose. Tu vois, moi, je l'avais vraiment imaginé en me disant, oh, si on doit traverser des rivières en rando, on sera content d'avoir des chaussettes étanches. Si t'avais su. Si j'avais su, ouais. Les enfants étaient pas là, mais si tu devais faire une activité avec eux qui leur aurait plu, si, j'ai déjà la réponse en fait, ce serait quoi?
le jeu, mouton. le jeu de nuit, voilà, l'os de mouton, du cheval. Alors bien sûr qu'évidemment, il faut aller faire de la rando à cheval à ces endroits-là. Après, tu vois, on a vu des trekkers à cheval qui eux faisaient le voyage entier à cheval. Faut le tolérer, hein. Enfin, en termes de fessiers et tout, les gens étaient pas très bien, hein, quand même, hein. Enfin, si t'es pas cavalier au quotidien, je pense que c'est pas si évident que ça de faire un trek à cheval pendant 8 jours au Kyrgyzstan, parce que je pense que tu peux être vite très mal d'un point de vue musculaire. Mais par contre, évidemment, des randos de ci, de là, 1 heure, 2 heures, au bord des lacs, c'est splendide. Donc, vivre cette culture équestre avec les Kirghizes, bien sûr que c'est ça qu'il faut faire. Ah oui, on a vu un aiglier aussi, je t'en ai pas parlé. Ça c'est chouette pour les enfants. Ils ont une culture de la chasse à l'aigle au Kyrgyzstan. Il y avait, alors en 2019, je sais pas aujourd'hui ce que c'est, mais il y avait plus que 9 familles dans tout le pays qui utilisent l'aigle. En fait, c'est leur aide pour chasser l'hiver, tu sais, avec la neige, en fait. Donc c'est plus compliqué pour voir les proies, enfin pour progresser. Et donc ils élèvent des aigles en fait. Ils vont les chercher quand ils ont 5-6 ans. Ça vit longtemps un aigle, hein, ça vit 50-60 ans. Enfin, Ah ouais, oh, je savais pas. Ouais, c'est vraiment des animaux très très impressionnants. Ils ont un très grand respect pour l'animal. Enfin, l'éleveur qu'on a rencontré, il nous a raconté comment il gère l'animal. Alors, tu vois, avec nos regards d'Européens, des fois un peu suffisants, on pourrait se dire ça me plaît pas cette idée qu'on utilise l'aigle pour chasser. Bon, en fait, il faut écouter les gens et les locaux et ce qu'ils ont à raconter de leur culture et de leur histoire, et ça c'est passionnant. Et vraiment, ils font ça avec beaucoup de bienveillance pour l'animal, et ils relâchent l'animal en fait au bout d'une dizaine d'années d'utilisation pour la chasse, et ils vont prendre soin de lui dans la nature pour vérifier qu'il se réapproprie sa vie au naturel. Et comme ils l'ont utilisé pour chasser, c'est un animal qui n'a jamais désappris à chasser, au contraire. Donc en fait, ils sont restés très performants, c'est juste qu'il faut qu'ils sachent tuer leur proie seuls. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec la chasse à l'aigle, c'est que l'aigle va chercher la proie, l'immobilise, et après la famille kirghize va le tuer. Là, l'aigle doit tuer seul sa proie pour la manger, en fait. Chose qu'il a moins appris pendant ces années de captivité. Et donc, ils font toute une phase de réensauvagement, je dirais, où ils font très attention à ça et à vérifier que l'aigle va finir par vraiment redevenir sauvage, et ils vont à sa rencontre régulièrement pour vérifier qu'il a réappris à vivre dans la nature. Et moi j'ai trouvé ça très beau comme histoire. On a vu un aigle, ça fait je sais pas 2 mètres d'envergure. Enfin ça peut être un petit élément intéressant de découvrir la culture de ce que c'est que l'animal, l'aigle. Côté sécurité, à part sur les routes qui glissent, il y a quand même régulièrement des petits soucis politiques. Donc, si tu vas sur le site du gouvernement, je suis pas sûre que tout le monde te conseille d'aller au Kyrgyzstan, mais comme souvent sur ces sites-là, ils sont parfois très très frileux, et donc ça pourrait contraindre beaucoup de gens. Pas de risque. Alors que franchement, quand tu y es, tu te sens parfaitement en sécurité. Donc, je dirais évidemment, comme dans ces pays-là, tu vas pas dans les manifs. Voilà, politique, ça sert à rien d'aller se mettre là-bas. Après, non, moi la sécurité, on avait la chance d'être avec des locaux, donc tu te sens parfaitement en sécurité quand t'es pas seul, je pense, dans ces endroits-là. Il y a peut-être des villages où il peut y avoir des jeunes un peu moins bienveillants, comme partout, partout dans le monde. Mais voilà, j'avoue que j'étais d'être avec Nicolas, on s'est jamais senti en insécurité, jamais. Votre hébergement préféré? Alors, je dirais le campement de Sangkul, le premier lac où on était sous la tente, parce que c'était notre première incursion vraiment dans la vie nomade. Les yourtes sont très jolies, esthétiquement c'était très beau, on y était bien, on a bien mangé, on a eu notre petite douche au feu de bois, donc c'est cet endroit-là, je pense. Les spécialités culinaires, qu'est-ce qu'il faut manger absolument? Ah, mais des choses que tu adorerais, Stéphanie. Je sens la viande. Ah bah oui, c'est un peu plus carnivore. Donc c'est très gras et très viande. Alors, qu'est-ce qu'on a mangé? On a mangé ce qu'ils appellent les mantis, c'est des petites raviolis fourrés à la viande de mouton, qui trempent dans un bouillon un peu gras, mais qui sont plutôt bonnes. Ça, on a bien aimé les mantis. Il y a ce qu'ils appellent la shorba, c'est une espèce de soupe avec pommes de terre, carottes, gras. C'est connu, ça. Gras, et puis petits morceaux de mouton, voilà. T'as des brochettes, tu peux avoir sur les routes, t'as des espèces de routiers, entre guillemets, de petits restos de bord de route avec des brochettes, pareil, du mouton, beaucoup du mouton. Alors, il y a un plat qui s'appelle le plov, qu'on a plutôt mangé en Ouzbékistan, mais qui existe aussi au Kyrgyzstan, où c'est du riz, un grand plat de riz avec riz, carottes, pommes de terre, ça c'est assez délicieux. Et puis après, la confiture, il y a des abricots dans le sud-ouest du pays qui ramènent au centre. Et donc, confiture d'abricots, confiture de framboises, des pains ronds, ils font des petits pains ronds cuits au feu de bois là partout dans l'Asie centrale. Tu te tartines la confiture là-dessus, c'est un délice. Puis du thé toute la journée, si t'aimes le thé, ça passe nickel. Côté budget, on s'attend à quoi? Alors, c'est pas cher, le Kyrgyzstan. En tout cas, en 2019, ça l'était pas. Je sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Alors, à l'époque, tu vois, nos billets d'avion, moi, j'avais touché des billets à 350 € pour
faire un Paris-Bishkek avec l'escale à Moscou. Donc, c'était rien quand tu vois les tarifs aujourd'hui. C'est pas les mêmes. Je suis allée revoir là par curiosité. On est plutôt à 600-700 euros aujourd'hui. Voilà. Le circuit sur place nous a pas coûté très cher pour nos budgets européens. C'était vraiment très raisonnable. Je crois qu'on a payé 650 euros de 4x4, tout ce qui était essence 4x4 pour les 12 jours. Et après, très très peu en partie hébergement et repas, c'était vraiment pas grand chose du tout. Ça a été un voyage qui nous a pas coûté cher. Top. Ouais, c'était super. Enfin, du coup, c'était une vraie aventure, mais en même temps, sans faire de grosses empreintes dans le budget, donc c'était d'autant plus génial. Tu nous en as donné une déjà bien sympa, même si tu t'en serais bien passé peut-être sur le moment, mais avec le recul maintenant, tu aimes la raconter. Mais est-ce que tu as une autre anecdote qui t'est arrivée dans un autre voyage et dont tu serais pour le coup bien passé? Ah, bah oui, j'en ai encore une que je crois que je t'ai jamais racontée non plus. Je sais pas si je peux me lancer là-dedans, mais ouais, on a vécu un tremblement de terre et une alerte de tsunami en Nouvelle-Calédonie. Ah bah écoute, tranquille. Alors la Nouvelle-Calédonie, c'est notre pays de cœur. Enfin vraiment, c'est un endroit où on est allé 3 fois. On avait des projets de mutation là-bas qui ont jamais pu se faire, mais donc pour nous, c'est vraiment un endroit très très cher à notre cœur. Et donc notre dernier voyage a eu lieu en 2017 avec les enfants. On est allé déjà 2 fois avec les enfants sur des longs voyages où j'ai remplacé, où j'ai travaillé là-bas. Et donc sur notre dernier voyage en 2017, on a été à Lifou, qui est notre île. La plus coup de cœur de tous les coups de cœur de la Nouvelle-Calédonie. Et à Lifou, on était chez des copains, en fait, qui vivaient là-bas, qui sont allés vivre 4 ans là-bas. Lui était prof de PS comme Pierre et il avait réussi à avoir une hutte sur Lifou. Et c'est nous qui leur avions parlé de Lifou en premier, donc c'était génial de voir que eux avaient réussi à pouvoir y aller. Donc on est allé chez eux et puis le premier soir où on est arrivé, on était à table et d'un seul coup en fait il y a eu un espèce de tremblement des chambranles de porte. Ça faisait vraiment l'effet, tu sais, comme quand t'as un gros camion qui passe dans ta rue là. Et ça a duré quelques secondes et on s'est tous regardés et là mes potes nous ont dit ah, tremblement de terre. J'ai dit, tu rigoles? Il me dit, non, c'est sûr, c'est un tremblement de terre. J'ai dit, mais vous en avez déjà eu? Ça faisait 9 mois qu'ils étaient là. Il me dit, ben non, c'est la première fois. Je dis, mais t'es sûr que c'est ça? Il me dit, non, mais c'est sûr, c'est ça. Bon, donc 20h, on est à table, alors tu manges, mais tu vois, t'es pas hyper tranquille. Je dis, bon, ok, c'est tout. On est allé se coucher, on dormait pas chez eux, on dormait dans un hôtel juste à côté. 2h du matin, rebelote, tous les pieds qui tremblent, les murs qui tremblent, les cadres qui tremblent. Et ça dure, je sais pas, 15-20 secondes, mais c'est quand même très long. Enfin, ça te semble très très long et on est en bord de mer, en fait. Donc moi, j'ai déjà en tête la possibilité du tsunami, si tu veux, et donc je suis pas du tout tranquille. Là, on se réveille, on se stresse, on se dit qu'est-ce qu'on fait, il est 2h, est-ce qu'on sort de l'hôtel, est-ce qu'on sort pas? Et on se dit bon, quand même, les gens ici ont l'habitude, si jamais il faut sortir, ils viendront nous chercher. Personne nous appelle, il y a un téléphone dans la chambre. Donc c'est tout, mais c'est vrai qu'on dort pas bien, tu vois, on n'est pas tranquille. Et puis je crois qu'il y a à nouveau une secousse vers 5h du matin. Enfin, moi je sors sur la plage pour voir si j'entends les oiseaux chanter ou pas, parce que tout le monde dit que t'entends plus les oiseaux chanter quand il va y avoir le tsunami. Bon, c'est tout. Et puis le matin, on est au petit-déj, on se retrouve tous ensemble et on avait prévu d'explorer une grotte qui s'appelle Ranono à Lifou, qui est connue mais qui appartient aux locaux et donc tu peux pas y aller facilement du tout. Et donc on a une guide locale qui nous emmène dans la grotte. Donc c'est de la spéléo en fait à ce moment-là. Et donc on le fait Pierre, moi, la maman de Pierre qui était avec nous et Basile qui à l'époque a 10 ans. Et on laisse les 2 plus jeunes à mes parents qui étaient avec nous sur ce voyage-là. Et mes parents gardent du coup Félix et Zoé qui ont à l'époque du coup, tu vois, 7 et 2 ans. Et ils gardent aussi un petit bébé de nos potes en fait qu'ils ont avec eux du coup et qui ce jour-là va pas chez la nounou et mes parents le gardent. Et puis nous on part en spéléo, expédition incroyable et on parle à la guide, on dit quand même ça a tremblé cette nuit. Elle dit ah ouais j'ai vu ouais ça a tremblé. Elle dit mais vous en faites pas, quand on est sous terre si ça récidive on sentira rien. Je dis ah ouais, elle dit ouais, en fait c'est comme quand t'es en plongée sous-marine, tu sens pas les tremblements de terre en fait. Bon, on y va, on part, on fait notre exploration spéléo, donc tu nages dans les grottes, enfin c'était superbe, splendide. Ça dure toute la matinée et puis on sort, on revient à la surface de la terre à midi. Et là, il y avait une fille avec nous dont le mari était gendarme sur Lifou. Et la fille, elle dit, punaise, elle dit, j'ai 10 appels en absence sur mon portable. Elle dit, il s'est passé quelque chose. Et donc, elle appelle son mari et son mari dit, mais ouais, mais où est-ce que vous êtes? Il y a une alerte tsunami, il faut absolument vous mettre à l'abri. Enfin, et donc, en fait, on comprend que, en fait, pendant nos 4 heures, il y a eu récidive de secousses qu'effectivement, on n'a pas du tout senti, nous, sous terre. Donc elle avait raison. Mes parents, par contre, on l'ont très très bien senti. Eux, ils ont dit les cadres se sont décrochés. Enfin, ils ont vraiment eu stressé. Là, il y a eu un hélico qui a survolé l'île. Ils sont allés sortis. Les voisins leur ont dit il y a alerte tsunami à la radio, alerte tsunami. Venez avec nous vite. Il faut aller au point de rassemblement. Donc ils se sont retrouvés avec les enfants, le petit de nos potes qui connaissait à peine, le sortir de sa sieste, tout le monde dans un 4x4 des voisins. Et ils sont allés passer quelques heures sur la colline à Lifou, le temps que l'alerte passe. Il n'y a pas eu de tsunami au final. Mais eux, ils ont vécu un très bon moment parce qu'ils se sont fait recueillir par les Kanaks du coin qui leur ont ouvert leurs portes, ils ont fait des croque-monsieur et c'était très drôle. Mon père il dit on a vaincu tous les clichés avec eux parce que les Kanaks il y en a certains qui ont un peu des a priori sur les blancs quand même. Un Kanak qui a dit à mon père punaise t'es blanc mais t'es cool toi quand même.
C'était très drôle. Et papa, il a dit c'était un moment génial. Enfin, il dit on a vécu un moment de partage avec les villageois génial dans cette ambiance d'alerte un peu stressante. Et nous, en fait, on n'a rien senti. Et donc, quand on est arrivé au village, c'était terminé, tout le monde redescendait. Et tout le monde s'est partagé ses expériences et voilà. Et donc, Waouh. c'était un sacré souvenir, mais c'est pareil, tu te sens quand même ultra vulnérable. Hein. Enfin, tu vois, en fait, à la fois mes plus beaux et mes pires moments de voyage, c'est ces moments où tu te sens vulnérable face à la nature, en fait. Et là où tu te dis, ouais, en fait, je peux rien faire. On n'a pas l'habitude, on est quand même assez protégés dans notre contrée, nous. Donc, on a moins l'habitude de ces éléments qui peuvent se déchaîner à tout moment. Et tu vois qu'il y a la majorité des autres personnes dans le monde vivent avec ces contraintes-là et ont une philosophie de vie qui est complètement différente de la nôtre. Ah bah, c'est sûr, sinon tu vis pas. Ouais. Mais du coup, sacrée expérience qui nous a permis de faire tout un cours aux enfants sur la ceinture de feu du Pacifique. Après, on allait en Nouvelle-Zélande, donc c'était génial. On avait le cours qui continuait sur la Nouvelle-Zélande. Enfin, non, on a vraiment été en immersion totale d'un point de vue géologique. Votre prochaine destination en famille? Alors, la prochaine destination, elle n'était pas du tout au programme. Et elle s'est invitée là d'un seul coup début décembre. On part à la Réunion aux vacances de Pâques parce que j'ai trouvé un échange de maison. Ah, super! Ouais, en fouillant un peu au hasard, j'ai un copain au boulot qui est réunionnais et qui me parle souvent de la Réunion, que je connais parce que moi j'y suis déjà allée 2 fois, une fois petite dans l'enfance et une fois à 26 ans, mais Pierre, je l'ai jamais emmené, les enfants connaissent pas. Et je lui disais, bah oui, bien sûr, un jour on ira à la Réunion. Et puis en fait, il m'a un peu chauffée, du coup je me suis dit, bon attends, je regarde s'il y a des échanges. Et du premier coup, j'ai trouvé un échange avec quelqu'un qui m'a dit, ouais, c'est bon pour nous. Et donc du coup, on part à la Réunion. Génial! 10 jours, ce sera 10 jours, ça sera un peu court, mais je peux pas avoir plus sur les vacances de Pâques. Ah, c'est déjà bien. Donc c'est déjà génial et donc c'est trop top parce que c'est pas moi qui prévois toujours très longtemps dans ma tête à l'avance, là j'improvise, tu vois, je change un peu et on va aller faire de la rando à la Réunion. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? Alors ça, j'y réfléchis parce qu'on a quand même déjà fait un paquet. Alors ça va peut-être être un peu surprenant ce que je vais dire, mais ça me plairait d'avoir quelqu'un qui a fait l'Algérie. On n'en parle pas trop de l'Algérie alors que je pense que c'est un pays absolument sublime. Bon, il y a eu tout un contexte historique qui fait que ça a été compliqué avec nous, mais moi j'ai beaucoup de collègues algériens en fait à l'hôpital. Clairement, les hôpitaux de France ne tiendraient pas sans nos confrères algériens, notamment les pédiatres. Donc du coup, c'est au quotidien des gens que je côtoie beaucoup et qui me parlent de leur pays. Et autant je connais plutôt bien le Maroc maintenant, je connais un tout petit peu la Tunisie, et je pense que l'Algérie doit être sacrément sauvage dès que tu sors des villes. Donc si tu as quelqu'un qui a fait l'Algérie en famille, c'est bien un truc qui me plairait. Eh ben écoute, l'appel est lancé. La petite question signature, on sait pourquoi tu aimes voyager en famille, mais plutôt, qu'est-ce que tu dis aux parents qui osent pas? Alors quand on vient d'écouter ton voyage, mort de rire. Les enfants n'y étaient pas sur celui-là. Il y a vraiment encore beaucoup de parents qui pensent que c'est hyper compliqué, que c'est pas possible de partir avec des enfants parce qu'ils sauront pas gérer en fait. Comment on fait? Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? C'est difficile de dire ça parce que je pense que les gens qui pensent ça sont peut-être des gens qui sont déjà dans leur quotidien, dans une petite difficulté de lâcher prise au quotidien, tu vois, pour pouvoir penser ça, pour pouvoir penser que ce serait impossible de voyager avec des enfants. Ou alors c'est des gens qui effectivement n'ont toujours voyagé que seuls et pensent que toute la détente qu'ils ont dans un voyage, ils vont pas la retrouver à cause des enfants parce qu'ils imaginent forcément enfants et contraintes quotidiennes. Il faut juste se dire que voyager, ça n'a plus rien à voir avec le quotidien en fait. Tu sors complètement du quotidien dès que t'es en voyage. Tu as plus tes repères. T'es plus dans le contrôle, tu dois lâcher prise, t'es obligé, hein. Tu vas chez d'autres personnes, tu fais des rencontres, tu confies tes enfants aux autres aussi, hein. Enfin, moi, je trouve que quand on voyage, on n'est plus les seuls responsables de nos enfants, on est avec d'autres personnes qui sont avec nous, que ce soit des guides, des rencontres, des gens chez qui t'es hébergé, et en fait, tu plonges tes enfants dans un autre quotidien qui va être complètement différent et qui fait qu'en général, tes enfants, ça va rouler, en fait, je pense. J'ai dit ça et en même temps, ça s'apprend un petit peu le voyage. Moi, j'ai déjà voyagé avec de la famille où je me suis rendu compte que c'était une compétence à acquérir. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Tu vas pas voyager du premier coup parfaitement, ça s'apprend aussi. Donc je pense qu'il faut y aller peut-être progressivement, peut-être pas aller au bout du monde dans pas des au conditions Kyrgyzstan, difficiles la première fois, mais clairement plus tu vas le faire, alors ça a un coût, hein, c'est clairement pas à la portée de tout le monde malheureusement, mais tu peux faire des petites aventures autour de chez toi pour commencer, avec du camping, un petit van, des choses sympas, et puis progressivement tu sors de ta frontière et tu vas vers d'autres cultures et tu te rendras compte que les enfants, d'être mis dans ces conditions-là, ils vont t'ouvrir les yeux sur quelque chose d'autre, ouais, ils vont s'adapter, ils vont devenir extraordinaires, ils vont plus être les enfants que tu pourrais connaître parfois un petit peu pénibles dans un quotidien, c'est plus du tout les mêmes. Des enfants pénibles au quotidien, ça n'existe pas. Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver?
Alors, j'ai un blog qui s'appelle lestisonsontheroad.com, qui est un blog où je raconte mes voyages en fait. Enfin, c'est vraiment du récit, c'est pas du guide, ce que je t'avais déjà dit, hein, c'est pas du guide au sens type ou choses comme ça, c'est vraiment du récit de voyage. Par contre, il y a toutes nos étapes. Si tu prends la peine de lire, tu découvres tous les endroits, tout est bien raconté, je pense, et expliqué. Et puis il y a beaucoup de photos, donc ça permet de s'immerger complètement. L'idée, c'est vraiment de permettre aux gens qui voyagent pas de le faire, ou aux gens qui ont envie de vraiment goûter fortement à ce que c'est pour avoir plus envie encore de partir. Et moi, mon objectif à moi, c'est de me garder mes souvenirs pour la vie dans ce blog qui est très précieux. Et puis j'ai un compte Insta qui s'appelle Les Tisons on the Road aussi, qui donne un petit aperçu de ce qu'il pourrait y avoir sur le blog après. Merci beaucoup Camille pour ce chouette carnet de voyage au Kyrgyzstan. Et merci de m'avoir invitée à nouveau. C'était un plaisir pour moi de faire ce voyage plein d'aventures et plein de beaux souvenirs. Quel voyage. À bientôt. À bientôt. Et voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager aux parents qui cherchent de nouvelles destinations testées et approuvées, et aussi à ceux qui pensent encore que voyager en famille, c'est un parcours du combattant. Alors en fait, parfois ça l'est, mais pas plus que sans les enfants, et surtout c'est tellement plus chouette avec eux. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur la plateforme que vous utilisez en ce moment. Ce serait vraiment dommage de louper les prochaines destinations. Comme d'habitude, toutes les infos de l'épisode sont sur le blog famillevoyage.com. Et si vous avez envie de papoter, de poser une question, de proposer une destination ou un invité, retrouvez-moi sur Instagram à Famille et Voyage, toujours avec un S. À très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.